Chers intervenants, chers amis de la Maison Heinrich Heine, bienvenue à notre table ronde consacrée au premier bilan à tirer des élections fédérales allemandes du dimanche dernier. Ces élections législatives générales se sont déroulées en même temps que deux élections régionales dans le Land de Berlin et dans celui voisin du Mecklembourg-Vorpommern. Au niveau fédéral, cette consultation débouche sur la constitution d'un nouveau Bundestag doté de 735 sièges, un niveau inégalé jusque-là qui s'explique par les subtilités du mode de scrutin allemand. Comparativement à la France, les élections ont été marquées par une forte participation de l'ordre de 76%, qui met en lumière l'enjeu de cette consultation pour la population allemande. À l'extérieur aussi, ce scrutin revêt une importance toute particulière compte tenu du poids démographique et économique de l'Allemagne en Europe et du fait qu'elles sont le prélude à un changement d'époque avec le départ d'Angela Merkel. Les partenaires de l'Allemagne en Europe et les grandes capitales s'interrogent sur les orientations que prendra le successeur de la chancelière. À ce stade, tout reste à faire. Le nom du futur chancelier n'est pas connu compte tenu de la faible marge qui sépare le SPD de la CDU-CSU, deux formations qui sont désormais très loin de leur score des années 90 et ont perdu dans les faits leur étiquette de Volkspartei, parti de masse. Il dépendra de la capacité d'Olaf Scholz ou d'Armin Laschet à former une coalition tripartite, on pourrait dire aussi quadripartite si l'on compte la CSU. Il faut constater que les programmes des différents partis susceptibles de participer à cette coalition divergent fortement. Si l'on se réfère à l'exemple de 2017, il est vraisemblable que ces négociations prendront de nombreuses semaines avant d'aboutir, réduisant autant la durée du mandat effectif du nouveau gouvernement. Quel a été le comportement des électeurs? Quelle coalition? Avec quel programme? Comment se dessinent les rapports de force politiques après le départ d'Angela Merkel? Quels effets sur l'Union européenne et les relations franco-allemandes? Quel avenir pour la politique extérieure de la défense? Autant de questions que nous examinerons sans doute ce soir et d'ailleurs aussi lors d'autres soirées, d'autres tables rondes, avec les spécialistes que je remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Tout d'abord, Madame Michelle Weihnachter, maître de conférences en études germaniques contemporaines à Cergy Paris Université. Monsieur Uwe Jun, politologue, professeur des universités à Trèves, et Monsieur Paul Maurice, historien, chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes, CERFA, à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Madame Nimtz, Ulrike Nimtz, qui a été initialement prévue aussi, c'est dommage qu'elle n'a pas pu venir pour les raisons de santé. Elle aurait été intéressante dans la mesure où elle travaille en tant que journaliste à Leipzig, spécialiste des Neue Länder, mais malheureusement, elle nous a communiqué son impossibilité de venir. Notre débat sera animé par Henri Minudier, professeur honoraire à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, et je lui passe la parole. Merci, Madame la Directrice, Mesdames, Messieurs. Je crois que l'Allemagne vit actuellement une césure, un changement important qui est dû à deux raisons. D'une part, le départ de Madame Merkel après 16 années d'avoir dirigé le gouvernement, et d'autre part à cause des résultats que nous allons analyser tout à l'heure. Si on regarde l'histoire politique de la République fédérale d'Allemagne, je crois que jusqu'à ce départ de Madame Merkel, on peut distinguer 5 phases. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les parentés qu'il y a entre ces différentes phases. Et on verra que ce qui se produit actuellement n'est pas quelque chose de très nouveau.
dans la politique allemande. La première phase, 1949-1969, c'était des gouvernements dirigés par les chrétiens démocrates, surtout coopération chrétiens-démocrates libéraux, avec cependant une exception dans les 3 dernières années, 1966-1969, où il y a eu une première grande coalition. C'est-à-dire que la CDU n'a pas voulu à ce moment-là du FDP. Deuxième phase, en 1969, aux élections de 69, la CDU a gagné les élections, est sortie en tête, mais le FDP n'a pas voulu revenir vers la CDU, et c'est ainsi qu'on a eu un gouvernement, s'est tourné vers le SPD, et c'est ainsi qu'on a eu les gouvernements SPD libéraux de Willy Brandt et de Helmut Schmidt. Willy Brandt 1969-1974 et Helmut Schmidt 1974-1982. Aux élections de 1983, il y a eu un changement de nouveau. Les libéraux ont quitté la coalition avec le SPD et sont passés du côté de la CDU-CSU. Si bien qu'on a eu pendant 16 années Helmut Kohl avec un gouvernement chrétien-démocrate et libéral. Ensuite, après ces 16 années qui rappellent un tout petit peu aussi les 16 années de Madame Merkel, après ces 16 années donc de Helmut Kohl, on a eu le gouvernement Schröder SPD, et là, non pas avec le FDP, avec les libéraux, mais avec les Verts. Les Verts qu'on va retrouver maintenant dans les nouvelles négociations qui s'engagent. Et en 2005, de nouveau un changement, gouvernement de Angela Merkel en 2005, une grande coalition pour son premier mandat. Et ensuite, aux élections suivantes, il y a eu une majorité chrétien-démocrate libéraux, si bien que ça a été de nouveau la coalition conservatrice libérale. Et les deux autres mandats de Madame Merkel ont été la grande coalition. Ils ont essayé en 1917, à la fin de l'année 1917, de faire un gouvernement à 3 partis, et ça n'a pas marché. La question va se poser maintenant, est-ce que le même phénomène ne risque pas de se passer? Donc vous voyez, les partis, on voit bien que les 2 grands partis qui jouaient un rôle étaient les chrétiens-démocrates et le SPD. Bon, à l'époque, c'était des gouvernements de 2 partis, donc ils avaient besoin soit des libéraux ou bien alors des Verts, comme l'a fait Gerhard Schröder. Alors c'est intéressant de voir cette continuité, je trouve, dans la vie politique allemande. Maintenant, il y a une concurrence entre les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates. Bon, on sait certainement, je crois qu'on peut dire ce soir que, selon toute vraisemblance, les Verts seront au gouvernement, mais on ne sait pas exactement ce que va faire le FDP. Est-ce que le FDP va favoriser une coalition avec le SPD ou bien avec la CDU? Donc voilà, si vous voulez, le jeu qui se joue actuellement. Pour terminer, j'attire votre attention sur le fait que ces élections sont très équilibrées. Il y a en effet 3 perdants et 3 gagnants. Les 3 perdants sont la CDU, Die Linke, c'est-à-dire la gauche extrême, et l'AfD, si on regarde les reculs en pourcentage. Et les 3 gagnants, ce sont les Verts, plus 5,8%, le SPD plus 5,2%, donc ce sont les Verts qui ont le plus gagné, et enfin le FDP qui a augmenté de 0,7%. Donc voilà un peu, si vous voulez, la situation ce soir. Et je vais passer la parole au professeur Youn, qui va nous faire un peu une analyse des résultats de dimanche dernier. Jérôme Dasfort. Ja, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Zunächst möchte ich mich entschuldigen, dass mein aktives Französisch leider nicht ausreicht. Deswegen müssen Sie mit mir in Deutsch Vorlieb nehmen. Aber ich danke erstmal für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank dafür. Und damit Sie das Ergebnis besser verstehen, müssten wir ein bisschen zurückgreifen auf den Wahlkampf, der eben vor der Bundestagswahl stand. Und dieser Wahlkampf wird Ihnen wichtige Hinweise geben, um dieses Ergebnis einordnen zu können. Denn zunächst sagt Ihnen erstmal die Politikwissenschaft,
aufgrund welcher Faktoren Sie alle Ihre Wahlentscheidung treffen. Und da sind 3 zentrale Faktoren. Zum einen die Parteiidentifikation. Die spielt aber bei den jüngeren Wählern, und bei den Jüngeren heißt unter 60, so gut wie keine wesentliche Rolle mehr. Deswegen, ich gehe darauf aber gleich noch näher ein, war diese nicht wahlentscheidend. Dann haben wir die Themenorientierungen und die Kandidatenorientierungen. Und die jeweiligen Kandidaten- und Themenorientierungen werden wesentlich geprägt durch die mediale Darstellung dieser. Wie also präsentieren die Medien die Themen und wie präsentieren sie die Kandidaten? Entscheidend sind da das sogenannte Priming und Framing, also die Realitätskonstruktion durch die Medien. Das heißt, was erscheint Ihnen besonders berichtenswert? Das ist das Priming. Und in welchen Kontext ordnen Sie das ein? Das nennen wir Framing. Und aufgrund dessen entsteht dann ein Bild beim Wähler, wie er Themen und Kandidaten zu bewerten hat. Es gibt ihm also sozusagen eine Orientierung. Und dann haben wir ein zweites Phänomen, dass nicht nur die Parteiidentifikation bei den unter 60-Jährigen oftmals keine große Rolle mehr spielt, sondern dass in diesem Wahlkampf bei den über 60-Jährigen die Themenorientierungen keine große Rolle spielten. Es gab also kein polarisierendes Thema, aber auch darauf gehe ich gleich ein. Und dann, wenn Sie also sagen, Parteiidentifikation ist bei den unter 60-Jährigen nicht wichtig, Themenorientierung ist bei den über 60-Jährigen in diesem Wahlkampf kaum vorhanden gewesen, dann bleibt nur noch eins. Und das ist die von den Medien konstruierte Kandidatenorientierung. Die Kandidatenkonstruktion. Und darauf gehe ich jetzt näher ein. Zunächst erstmal, wenn Sie das sich angucken, müssen wir also konstatieren, die Wähler entscheiden situativer, ungebundener und sind unkalkulierbarer geworden aufgrund der geringen Parteiidentifikation. Und das heißt, wir haben eine Zunahme der Fragmentierung des Parteienwettbewerbs, also immer mehr Parteien konkurrieren gegeneinander und die beiden großen Parteien erodieren. Sie sind jetzt übrigens erstmals, das ist in der Berichterstattung ein bisschen außer Acht geblieben, erstmals sogar unter 50% gemeinsam geblieben. Dann haben wir eben eine recht hohe Wettbewerbsintensität und eine ansteigende Polarisierung durch die AfD, durch den Populismus. Darauf gehe ich auch nur ganz kurz ein. Kommen wir also zunächst noch mal kurz zu den Themen. Und da sehen Sie, dass das Thema Umwelt, Klima eine wichtige Rolle spielte, die wichtigste überhaupt, aber das nur bei den unter 60-Jährigen. Bei den über 60-Jährigen spielt das Thema keine so wichtige Rolle. Bei den unter 60-Jährigen ja, insbesondere bei den unter 35-Jährigen wiederum. Also das Thema ist sehr stark generationenabhängig in seiner Wertigkeit und Relevanz. Das zweite Thema, was die Wähler dann schon angeben, ist das Thema Zuwanderung, hat aber in diesem Wahlkampf eigentlich keine nennenswerte Rolle mehr gespielt. Selbst die AfD konnte es nicht mehr erfolgreich platzieren. Das dritte Thema war Corona. Das hat tatsächlich eine kleine Rolle gespielt. Das zeige ich Ihnen gleich noch anhand der Verlaufskurven, die Parteien durchlebt haben. Und das vierte ist das Thema soziale Ungerechtigkeit. Das ist allerdings immer etwas schwierig mit diesem Thema, weil unter sozialer Ungerechtigkeit verstehen unterschiedliche Wähler ganz Unterschiedliches, sodass es also für keine Partei, jedenfalls in diesem Wahlkampf, zentral fruchtbar gemacht werden konnte. Will also insgesamt sagen, die Themenorientierung war nur bei jüngeren Wählern stark vorhanden, bei älteren Wählern so gut wie gar nicht. Und das hat dann eben eine starke Hinwendung zu den Kandidaten geführt. Und da hatte die CDU/CSU einen Kandidaten, der bei den Wählern nicht gut ankam. Das ist jetzt nicht nur dieses berühmte Lachen. Sie mögen das zu Recht als kurios empfinden. Aber das hat einen Eindruck bestätigt, den der Wähler schon länger über den Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens und CDU-Kanzlerkandidaten hatte. Nämlich, diese rheinische Frohnatur ist einfach nicht geeignet für das Kanzleramt, weil er nicht die Führungsqualitäten mitbringt, weil er nicht die Ernsthaftigkeit mitbringt, die ein Bundeskanzler haben sollte. Wir messen die Daten von Herrn Laschet schon sehr lange und können feststellen, dass er auch schon in der Corona-Krise sehr schlechte Werte hatte. Dort galt er als zu beliebig, nicht klar genug in seinen Aussagen, schwankend und wankend.
Und dieses Bild konnte Laschet im gesamten Wahlkampf nicht mehr zu seinen Gunsten drehen. Und dieses Lachen war natürlich dann ein ganz fataler Punkt, weil eben, wie gesagt, es sorgte für die Bestätigung dessen, was der Wähler schon seit längerer Zeit über Herrn Laschet glaubte, meinen zu müssen. Und das war ein Problem. Sie sehen, bei einer starken Kandidatenorientierung, wenn dann ein Kandidat nicht so richtig wirksam wird, dann hat diese Partei ein echtes Problem. Kommen wir zur nächsten Kandidatin. Erstmals in der Geschichte dieser Partei stellten die Grünen eine Kanzlerkandidatin auf. Das war auch berechtigt, weil die Grünen noch im Frühjahr diesen Jahres sogar zum Teil als stärkste Partei aus Umfragen hervorgingen und als Hauptkonkurrent der Union galten. Also hat man sich darauf verständigt, eine Kanzlerkandidatin aufzustellen. Und die Idee war, man wusste, dass Olaf Scholz antritt, man wusste, dass entweder Söder oder Laschet auf Seiten der CDU/CSU antreten. Die Idee war also, man stellt eine junge Frau dagegen, die Parteivorsitzende Annalena Baerbock, um eben hier einen Farbtupfer zu setzen. Diese Idee der Grünen schlug fehl. Und zwar auch, weil Frau Baerbock, ich zitiere hier, Baerbock verpatzt ist, heißt es, weil Frau Baerbock, und das ist nicht von mir, sondern von der Publizistin Bettina Gauss, weil Frau Baerbock durch Fehler hauptsächlich im Wahlkampf, man kann sagen Unprofessionalitäten, Ungeschicklichkeiten auffiel. Der Robert Habeck, ihr Co-Vorsitzender Biograf, Stefan Bergholz nennt das die Methode Baerbock größer wirken wollen. Frau Baerbock ist aufgefallen dadurch, dass in diesem Buch, dessen Cover Sie hier sehen, eine Reihe von Sachen stehen, die sie nicht selbst geschrieben hat, ohne es aber als solches zu kennzeichnen. Dann durch Nebeneinkünfte, die sie zu spät deklariert hat gegenüber dem Bundestag. Der eine oder andere Ungeschicklichkeit kam dazu. Und das wirkte eben dazu, dass Frau Baerbock jetzt aber auch nur wieder etwas bestätigte. Und jetzt Achtung, das war es dann eigentlich nicht, was Frau Baerbock den Kopf und Kragen kostete, sondern die Wähler über 50 hielten sie schlichtweg für zu unerfahren. Die Frau hat keine exekutive Erfahrung, sie ist noch nicht allzu lange in der Politik. Und da hat man geglaubt, nee, das kommt für diese junge Frau zu früh. Und mit ihren Ungeschicklichkeiten bestätigte sie nur diese Meinung, die in der Wählerschaft schon lange vorhanden war. Also war auch Frau Baerbock nicht mehr kanzlerabel, wenn Sie so wollen. Blieb also nur einer übrig, und das war der. Und die SPD hat es von Anfang an geschickt genutzt. Hier muss man der SPD ein Kompliment zollen. Sie hat sich vollständig auf den Kandidaten konzentriert. In ihrem Wahlkampf kam nichts anderes vor, es war nur der Kandidat. Der Kandidat war derjenige, der in den Vordergrund gestellt wurde. Der Kandidat war derjenige, auf den alle schauen sollten. Und es war eine geschickte Inszenierung von politischer Erfahrung im Sinne von Angela Merkel. Er hat ja sogar im Süddeutschen Magazin die berühmte Merkel-Raute auf dem Titelcover gemacht. Wie auch im Anschluss daran an Helmut Schmidt. Er hat in seinem Wahlwerbespot sehr an den vorletzten sozialdemokratischen Kanzler Helmut Schmidt auch aus Hamburg kommend erinnert. 2 Krisenmanager, die beide im deutschen Ansehen sehr hoch sind, Angela Merkel und Helmut Schmidt, und Olaf Scholz wurde inszeniert als der geborene Nachfolger dieser beiden. Und diese Inszenierung hat allerbestens geklappt. Das war immer sein Lieblingsplakat, Kompetenz für Deutschland, regierungserfahren. Er hat auch einen ähnlichen Stil wie Angela Merkel, eher zurückgenommen, hanseatisch kühl, durch nichts aus der Ruhe zu bringen. So präsentierte er sich dann auch in den entscheidenden Wahlkampfsituationen und gewann am Ende. Und Sie sehen wirklich am Ende. Wenn Sie sich die Kurve angucken, dann holt die SPD erst in den letzten 4 Monaten dieses Rennen und entscheidet es zu ihren Gunsten. Sie sehen, dass eigentlich die SPD permanent so zwischen 15%, um die 15%, 16, 17% verharrt. Und weil eben diese Kandidatenorientierung in den letzten Wochen so stark wird, entscheidet Scholz das Rennen für sich. Und Sie sehen, dass die CDU/CSU schon einen ersten Einbruch hatte nach der 2. und 3. Corona-Welle, weil man ihr das effiziente Regieren, was sonst die Stärke der Unionsparteien ist,
nicht mehr so richtig zugeschrieben hatte und sie deswegen schon an Vertrauen, den Vertrauensvorschuss, den Sie ja schon schön sehen, es geht ja im März 2020 so richtig hoch, diesen Vertrauensvorschuss, den verspielte sie in der zweiten und dritten Welle. Und dann kam eben auch noch die Nominierung von Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten entgegen des populäreren bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der übrigens auch rechtzeitig erkannt hatte, wie Scholz, dass man sich in Kontinuität zu Merkel stellen muss. Das ist von Seiten Laschets versäumt worden, gleichwohl er hätte es machen können. Und das führte dann tatsächlich dazu, dass die CDU-CSU nicht mehr so richtig auf die Beine kam und am Ende die Wahlen nicht mehr für sich entscheiden konnte. Sie sehen das auch bei den Grünen in ähnlicher Form nach der Nominierung von Annalena Baerbock und den Ungeschicklichkeiten, in denen sich nochmal die geringe Erfahrung dann widerspiegelte, verloren auch die Grünen. Sie sehen, dass bei den anderen Parteien sich an einer Stelle etwas tut, und zwar, wenn Sie das Corona-Management sich angucken. Bei der FDP geht es erst zum Jahresbeginn so richtig hoch. Und der Grund ist, die FDP ist sehr beliebt bei jungen Wählern, und zwar bei den Wählern, die die Lockdown-Politik nicht besonders schick fanden. Christian Lindner hat es geschickt verstanden, bei jungen Wählern zu adressieren, dass der Lockdown eher eine Belastung darstellt und dass es keine besonders intelligente Lösung sei. Das kam bei jungen Wählern gut an und was wir überraschenderweise vielleicht für Sie feststellen, bei Jungwählern liegt die FDP gleich auf mit den Grünen und ist die beliebteste Partei. Und das ist einer der zentralen Gründe, weil Jungwähler, zu Recht kann man ja sagen, diese Lockdowns als schwere Belastung empfunden haben. Die Schulen waren zum Teil zu, die Universitäten waren geschlossen, die Diskotheken waren geschlossen und sie können noch weitergehen. Für die jüngere Bevölkerung waren die Lockdowns eine erhebliche Belastung. Und Christian Lindner hat hier den Nerv getroffen, indem er gesagt hat, Lockdowns findet er keine gute Idee. Und das hat der FDP Zuspruch bekommen. Hinzu kamen noch andere Dinge wie Digitalisierung, die FDP schon seit längerer Zeit favorisiert und so weiter und so fort. Sie sehen da übrigens noch etwas, nämlich dass die AfD stagniert. Und die stagniert deswegen, weil ihre Radikalisierung der letzten Jahre dazu geführt hat, dass sie nur noch bei ihren Stammwählern als wählbar erachtet wird. Sie kommt überhaupt nicht mehr in den Wechselwählerbereich, sondern nur noch die Wähler, die schon seit einigen Jahren zur AfD stehen, die wählen sie. Das sind insbesondere zwei Gruppen, diejenigen, die das autoritäre Wertesystem der AfD teilen, wie etwa Nationalismus oder Vorrang traditioneller Lebensformen, und die sich subjektiv benachteiligt fühlen. Beide Wählergruppen finden wir viel stärker im Osten Deutschlands, sodass die AfD mittlerweile eine stark auf Ostdeutschland zentrierte Partei ist, während übrigens Grüne und FDP primär im Westen Deutschlands reüssieren, weniger im Osten Deutschlands. Das muss man auch noch mal deutlich sagen. Die einzige Partei, die in beiden Teilen Deutschlands relativ erfolgreich jetzt war die SPD. So sah es dann unmittelbar direkt vor der Wahl, eine Woche vor der Wahl aus, oder 10 Tage vor der Wahl. Und Sie sehen, ein deutlicher Vorsprung der SPD, schon 4 Prozentpunkte vor der Union. Aber was Sie auch sehen, ist, dass das relativ stabil eigentlich bis zum Wahlabend bleibt. Denn das Endergebnis kennen Sie ja auch, haben Sie auch schon gesehen, sieht dann so ähnlich aus. Sie müssen hier, das ist etwas verwirrend vielleicht, CDU und CSU zusammenzählen. Dann kommen Sie auf die 24,1%, die beide zusammen haben. Aber die CDU-CSU holt zwar in der Schlussphase noch ein bisschen auf, aber sie schafft es nicht, an der SPD vorbeizuziehen. Sie kann den Scholz-Effekt am Ende dann doch nicht brechen. Und die SPD gewinnt die Wahl dank ihres Kanzlerkandidaten. Übrigens, Sie müssen auch so gar nicht verwundert sein. Wir wissen mittlerweile, wer diese Scholz-Wähler sind. Das sind diejenigen, die 2013 und 2017 noch die CDU primär wegen Angela Merkel gewählt haben, die also schon eine starke Kandidatenorientierung haben, die jetzt vom eigenen Kandidaten nicht überzeugt waren und deswegen zur SPD gewechselt sind. Das erklärt Ihnen übrigens dann auch die relativ große Wählerwanderung von der CDU-CSU zur SPD. Das ist eine reine Kandidatenentscheidung. Das ist allerdings dann auch recht fragil für die SPD, weil sie weiß, dass sie damit eben nur auf diesen Kandidaten hin erstmal ihre Mehrheiten gewonnen hat. Ich gehe aufgrund der Zeit
Hier sehen Sie das dann übrigens, Scholz wird überall deutlich besser bewertet, wenn Sie die verschiedenen Balken sich angucken. Und zwar nimmt er einen Aufschwung binnen weniger Wochen. Sie sehen, dass im Mai noch die Bewertungen von Scholz nicht allzu gut sind, in allen Kategorien. Und es gelingt ihm zwischen Mai und September, diesen Aufschwung hinzulegen und dann eben bei den Wählern am Ende zu reüssieren. Ich will noch hier sehen Sie es auch wieder bei der Direktwahl, da sah es noch im Mai so aus, dass Scholz hinter Frau Baerbock und etwa gleich auf mit mit Herrn Laschet lag. Und im September dann ist er bei der Direktwahlfrage deutlich vorne. Also wirklich etwas, was sich erst in den letzten Monaten vor der Wahl angezeigt hat. Lassen Sie mich noch eins sagen, der Wähler ist da durchaus realistisch. Die Werte von Herrn Scholz sind nicht allzu überragend im Vergleich mit vielen anderen. Wir haben viel beliebtere Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in Deutschland, Kretschmann etwa oder Malu Dreyer. Also Scholz' Werte waren immer eher so okay, aber trotzdem am Ende nicht berauschend, aber eben viel besser als die der anderen beiden. Er wird also auch von vielen als das kleinere Übel der unterschiedlichen Bewerber gesehen. Er ist also keineswegs derjenige, der nun wirklich begeistert und wo man sich mit großem Enthusiasmus hinter ihm stellt, sondern ja, er ist okay und besser als die anderen beiden. So muss man am Ende die Sichtweise der deutschen Wählerschaft sehen. Ich habe nicht mehr viel Zeit, deswegen spiele ich Ihnen jetzt doch nicht dieses Video vor, sondern was ergibt sich jetzt noch daraus und darauf nur ein paar Worte, weil wir mittendrin sind, in diesen Koalitionsverhandlungen. Sie sehen, und das hat sich seit 2017 nicht wesentlich verändert, dass wir jetzt ja versuchen, eine Mehrheit zu bilden zwischen FDP und Grünen, egal ob mit CDU, CSU oder SPD. Und das eben sehen Sie aber auch, dass in der sozioökonomischen Konfliktdimension FDP und Grüne wirklich weit auseinander liegen. Und hier müssen diese beiden nun versuchen, in den nächsten Wochen zu einem gemeinsamen Programm, zu gemeinsamen Projekten, so würde ich es mal nennen, kommen, die dieser möglichen Koalition ein Gesicht geben. Und das wird nicht leicht für beide Seiten, weil eben die Differenzen sehr groß sind. Sie können es tatsächlich reduzieren, wenn Sie wollen, darauf, dass die FDP immer sagt, so wenig Staat wie möglich, so viel Markt wie möglich. Marktwirtschaftliche Anreizsystem ist zentral für die FDP, während die Grünen staatliche Regulierungen in vielen Bereichen bevorzugen. Und das zu überbrücken, wird kein einfaches Unterfangen sein. Und Sie können übrigens auch anhand der Grafik gut erkennen, warum Christian Lindner immer viel lieber eine Jamaika-Koalition, also Christian Lindner, der FDP-Parteivorsitzende, als eine Ampelkoalition bevorzugt. Und Sie können aber auch erkennen, warum die Grünen lieber eine Ampelkoalition wollen, anhand dieser Nähe zur SPD, als eine Jamaika-Koalition. Und diese Differenzen werden wir sicherlich also man darf sehr gespannt sein, wie Sie diese Differenzen am Ende abbauen. Ja, ich habe, glaube ich, Herr Menedier, die 20 Minuten ganz gut eingehalten und stehe für Fragen auch aller Art, die Sie zu meiner Präsentation haben, Ihnen anschließend gern zur Verfügung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Je remercie le professeur Youn pour cette analyse détaillée que je partage entièrement. Simplement, j'ajouterai pour votre information que les négociations entre les Verts et le Parti libéral, le FDP, ont commencé aujourd'hui. Ça s'est relativement bien passé d'après ce que disait la télévision cet après-midi. Et vendredi, il y aura un premier entretien avec le SPD. Mais les Verts et le FDP envisagent aussi de s'entretenir avec la CDU. Donc, la question de la coalition reste entièrement ouverte. Je voudrais proposer que, avant de vous passer la parole, je voudrais demander à chacun des autres intervenants de poser peut-être une question. Michel Weinarter, une question. Est-ce que vous voulez poser une question au professeur Youn? Wollen Sie eine Frage? Eine Frage von Frau Weinarter und dann. Merci beaucoup pour cette présentation, effectivement très claire.
tellement clair que j'ai même du mal à formuler une question. Ce qui m'intéresserait, c'est justement la question cruciale pour tout le monde, ça va être de savoir comment est-ce que le FDP et les Verts vont pouvoir effectivement trouver ce que les Allemands appellent des Schnittmengen, c'est-à-dire des points communs pour gouverner. Alors, non seulement ils en parlaient cet après-midi, mais ils en parlaient déjà hier soir. Il y a le fameux Instagram, la photo à 4 là qui a été publiée, où ils sont tous très souriants, deux personnalités des Verts et du FDP. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, ils montrent que pour une fois, c'est eux qui veulent mener la danse et ne pas se laisser mener par le bout du nez. On y reviendra. Mais l'autre question, c'est le FDP et le SPD, effectivement, qui sont très très éloignés également. Donc même si le FDP et les Verts arrivaient à se mettre d'accord sur, et vous savez que c'est pas que des grandes lignes, hein, c'est chaque virgule et chaque ligne qui compte dans le Koalitionsvertrag. Ça, c'est un premier défi extrêmement compliqué à relever, mais ils en ont la volonté, c'est manifeste. Comment est-ce que ensuite ça va être compatible avec le SPD sur des points aussi cruciaux que les impôts, puisque le FDP ne veut pas d'augmentation d'impôts, alors que Scholz en veut. Et le deuxième point qui va être sacrément problématique, c'est sur l'Europe, puisque le FDP ne veut pas assouplir les règles budgétaires européennes, pour faire bref, alors que le SPD est prêt à être beaucoup plus coulant avec tous les pays, et notamment la France, qui aimerait bien un peu plus de souplesse pour reconstruire l'Europe, la France et l'Europe après la pandémie. Et là, je vois deux points d'accroche. Comment est-ce que ce deuxième défi, si tant est que le premier puisse être relevé entre les Verts et le FDP, comment est-ce que ensuite, surtout si Lindner obtient ce qu'il souhaite, c'est-à-dire il a dit « je n'irai pas au gouvernement, le FDP n'ira pas dans une coalition si je n'obtiens pas le poste de ministre des Finances ». Le poste, évidemment, où il aura son mot à dire sur ces questions-là. Et là, je vois venir le deuxième clash. Est-ce que vous avez une solution miracle à nous proposer ? Ja, ich versuche mal ganz kurz zu antworten. Also erstmal der große Vorteil für FDP und Grüne. Übrigens zeigt, dass die beiden jetzt vorab sondieren schon, dass die Machtarithmetik in Deutschland arg ins Wanken gekommen ist. Nicht mehr eine der großen Parteien, die später den Kanzler stellen, entscheiden gerade, sondern es entscheiden die selbstbewusster gewordenen Mittelparteien gerade, mit welchem Programm man am Ende an den Start geht. Also das zeigt eben schon, wie die Machtarithmetik erheblich sich verändert hat im deutschen Parteiensystem. Und in der Tat haben beide jetzt erstmal auch einen Vorteil. Das sehen Sie hier in der, wir nennen das die soziokulturelle, Sie können aber auch sagen die gesellschaftspolitische Konfliktlinie. Da haben Sie, sind Sie ungefähr auf einer Höhe. Da haben Sie viele Gemeinsamkeiten. Die können Sie erstmal gemeinsam auch ausspielen. Das ist erstmal schon ganz gut. Und dann kommt das, was Sie sagen. In der Tat ist es so, dass man eben in den anderen, insbesondere in der Wirtschaft, Sozial- und Klimaschutzpolitik, dass man da sehr weit auseinander liegt, weil eben die FDP sich grundsätzlich gegen staatliche Regulierungen oder möglichst wenige staatliche Regulierungen will, während eben die Grünen genau das wollen. Aber man könnte auf gemeinsame Ideen kommen. Ich will Ihnen mal ein Beispiel benennen, oder zwei Beispiele. Zum Beispiel der Kohleausstieg, dann doch vor 2038. Die Grünen planen das schon für 2030. Christian Lindner und die Grünen wollen das mit staatlicher Regulierung, also so eine Art Gesetz, dass man doch schon vorzeitig aussteigt, dass man das also verändert, dieses erst in der vor kurzem abgeschlossene Gesetz 2038. Die FDP stellt sich das anders vor. Die FDP sagt, wir verkaufen CO2 Emissionszertifikate. Und wenn wir die werden auf dem Markt verkauft. Und Lindner geht davon aus, dass diese eine größere Steigerung der Marktpreise zu erwarten sind, sodass dann am Ende für die Betreiber der Kohlekraftwerke die Preise so deutlich ansteigen, dass sie von sich aus vielleicht zu einer vorzeitigen Aufgabe oder zumindest deutlichen Verringerung der Erzeugung von Energie aus Kohle kommen.
Daran können Sie schon sehen, dass manche Ziele durchaus von beiden in etwa identisch gesehen werden, nur die Instrumente noch nicht. Und da kann man dann versuchen, einen Mix von Instrumenten vorzunehmen. Das heißt, auf der einen Seite staatliche Regulierung, auf der anderen Seite aber auch marktwirtschaftliche Anreizsysteme. Es gibt aber 2 Punkte, wo man definitiv nicht zusammenkommen wird, weil die FDP hier ein sogenanntes Junktim gestellt hat. Und das eine sind Steuererhöhungen, die wird es nicht geben mit der FDP. Das liegt auch daran, Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Die FDP ist 2009 in eine Koalition mit den Unionsparteien gegangen und hat gesagt, sie wollen Steuersenkungen. Daraufhin hat Frau Merkel keine einzige Steuersenkung der FDP zugestanden. Das wirkte so nach, dass die FDP ja dann aus dem Parlament geflogen ist und das will man nie wieder erleben. Die parlamentarische Existenz ist natürlich der Partei äußerst wichtig und deswegen wird sie keine Steuererhöhungen zustimmen. Und zwar in der Summe. Da wird man immer gucken, dass man vielleicht da irgendwas macht und da etwas senkt und da etwas steigen lässt. Etwa kann man die Energiesteuer steigen lassen und man senkt dann andere Steuerarten. Nur in der Summe darf es keine Steuererhöhung geben. Und das Zweite, was Christian Lindner auch gesagt hat, aber auch da sehe ich schon Verständigungsmöglichkeiten, ist, er sagt keine Staatsverschuldung für konsumtive Zwecke. Das ist auch sein Problem, was Europa betrifft. Lindner sagt, er findet es nicht okay, dass die einzelnen Länder möglicherweise für konsumtive Zwecke, und Lindner besonders ein Dorn im Auge sind immer Renten, Gelder ausgeben. Und er hatte auch besonders Frankreich im Blick, was Renten betrifft, weil Herr Macron ja nicht so richtig vorankommt. Und sagt, das geht nicht, aber was geht? Jetzt sind wir Lindners Denken. Innovationsfonds, die aber zweckgebunden gezahlt werden. Das heißt, da, wo wir in Klimaschutz investieren, wo wir in erneuerbare Energien investieren, in Elektromobilität, in die digitale Infrastruktur, in Bildung, da ist er einverstanden mit einer Verschuldung, nicht aber für konsumtive Zwecke. Und das könnte man dann auslagern, so Lindner, und das zweckgebunden arrangieren. Aber nicht, und da wendet er sich strikt dagegen, diese 750 Milliarden, die jetzt zum Teil eben einfach in die Haushalte fließen der einzelnen Länder, ohne dass eine Zweckgebundenheit von Seiten der Europäischen Union vorgegeben wird. Und auch da sind dann mögliche Verständigungen denkbar, die sich Grüne und FDP entgegenkommen. Und in der Tat zum Beispiel, womit Lindner gar kein Problem hat, ist den Mindestlohn auf 12 € zu erhöhen. Das ist ja auch eine Forderung der SPD im Wahlkampf gewesen. Kein Problem für Lindner. Was Lindner nur nie will, ist Sozialstaatsleistungen erhöhen. Also diejenigen, die arbeiten, sollen auch mehr bekommen. Das ist immer für die FDP ganz okay. Nur diejenigen, die nicht arbeiten, die will Herr Lindner nicht in irgendeiner Weise stützen. Aber da könnte man sich dann wieder auch überlegen, zum Beispiel eben die Zuverdienstmöglichkeiten für Hartz-IV-Empfänger, so nennen wir die, also diejenigen, die Sozialleistungen auf dem Minimum beziehen, dass man die erhöht, um wieder Anreize zu setzen, dass die Menschen mehr arbeiten, die im Moment nicht arbeiten wollen. Sie merken also schon, dass durchaus Möglichkeiten gegeben sind, bei allen Problemen und soweit wie die auseinanderliegen, sich auf bestimmte Punkte zu einigen und zu verständigen. Deswegen ist man jetzt, glaube ich, in diese Gespräche eingetreten, weil durchaus Möglichkeiten bestehen hier Überbrückungen und in gewisser Weise zueinander zu kommen. Lindner hat übrigens auch immer gesagt, die schwarze Null wäre nie sein Ziel. Nur die Schuldenbremse dürfe nicht vollständig aufgehoben werden. Aber die schwarze Null muss nicht sein. Also auch dort sehen Sie wiederum Entgegenkommen schon von Seiten der FDP. So, jetzt habe ich versucht, jetzt war ich wahrscheinlich schon ein bisschen zu lang, erste Antworten zu geben auf die Frage, wie man sich und wo man sich verständigen könnte. Et je crois ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les partis allemands ont l'habitude de coopérer entre eux, de faire des compromis et surtout de coopérer entre eux au niveau régional. Et il y a des coalitions extrêmement diverses. Alors maintenant, je vais passer la parole à Paul Maurice, qui s'occupe beaucoup des problèmes des relations. Il vaut mieux continuer par la politique. Oui, c'est plus logique, oui, excusez-moi. Michel Weinarter, bon, je voudrais vous demander de nous expliquer un peu le vote de l'extrême droite, de l'AfD. On craignait énormément ce vote. Bon, finalement, il y a un recul. Comment expliquer ce recul de l'AfD, de l'extrême droite en Allemagne, qui reste cependant très présente? Donc j'ai un quart d'heure. Oui, un quart d'heure.
Bien. Alors, d'abord quelques idées clés, et puis après, on va essayer de rentrer dans le détail dans la mesure où le temps le permettra. Donc, effectivement, l'AfD a fait un moins bon score qu'en 2017. Donc, 10,3 au niveau national contre 12,6 en 2017. Alors, on va revenir sur les raisons qui l'expliquent. Mais la première chose qui est vraiment notable, c'est que c'est un score bien inférieur à ce que font nombre de partis populistes en Europe. Et il faut voir aussi que non seulement l'extrême droite est affaiblie, mais l'extrême gauche aussi. Donc c'est un double phénomène remarquable, aussi par rapport à d'autres voisins européens, et ça méritait d'être souligné pour commencer. Alors néanmoins, effectivement, le parti semble désormais ancré dans le paysage politique allemand. Ils sont restés zweistellig, comme on dit en allemand, c'est-à-dire au-dessus de 10%. Et avec une radicalisation croissante, sauf, il est implanté pour longtemps, sauf s'il finit vraiment par imploser. Ça peut être une raison pour laquelle il sera peut-être pas tel quel aux prochaines élections, et on ne sait pas ce que ça pourrait donner à ce moment-là, mais parce qu'il y a de très très fortes divisions internes. Et là, ils sont restés ensemble malgré tout, mais il y a vraiment de fortes divergences au sein du parti, qui avait déjà failli imploser en 2015, suite à une première ou à une énième radicalisation vers la droite. J'y reviens également, parce que c'est quelque chose d'important. Donc, on va voir la campagne qu'ils ont menée cette année, et pourquoi est-ce que effectivement, ça a moins bien marché qu'en 2017. Et puis, on va essayer de voir un petit peu quelques caractéristiques de leurs résultats, de voir que ils restent beaucoup mieux implantés à l'est qu'à l'ouest. Je donne les grandes idées pour commencer. Et puis aussi, ils ont ils ont très peu attiré les jeunes, ce qui est très intéressant. Si on compare par rapport à d'autres pays aussi, ou même comme à la France, il y a que 6% des jeunes qui ont voté, des primo-votants, qui ont voté AfD en Allemagne, contrairement à la dernière fois où ils étaient plus nombreux. Ils ont surtout voté donc pour les Verts et pour le FDP, 25 et 25%, comme il a été dit. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé en 2021, il faut faire un petit retour en arrière. Je vais tâcher de le faire bref. On pourra redétailler ensuite dans le dialogue si vous en avez envie. Mais donc, je vous rappelle que le parti a été créé en 2013, quelques mois seulement avant les élections fédérales de l'automne 2013. Et là, ils avaient déjà failli entrer au Bundestag. Ils avaient fait 4,7. Mais à l'époque, ce parti n'était pas du tout le parti qu'il est devenu aujourd'hui. C'était essentiellement un parti anti-euro, en fait, qui avait été fondé et présidé dans ses premières années par Bernd Lucke, un professeur d'économie qui estimait que, étant donné la façon dont ça se passait en Europe, l'Allemagne avait plutôt intérêt à sortir de l'euro, et c'était un parti qui était contre la politique de sauvetage de l'euro menée par les Européens et finalement aussi donc par Angela Merkel. Donc c'était un parti libéral conservateur. Mais déjà, dans ce parti, il y avait des extrémistes, qui de plus en plus vont prendre le dessus. Donc premier Rechtsruck, comme disent les Allemands, première déportation vers la droite dès 2015, où Bernd Lucke se fait virer, si j'ose dire, de son propre parti, se fait évincer. Et donc, en fait, il est remplacé par Frauke Petry. Donc, en fait, sur fond de radicalisation, favorisé par la montée en puissance de la crise des migrants, sur laquelle ce parti va surfer à partir de 2015 et jusqu'à aujourd'hui. Alors ça a très bien marché, et donc en fait ça a donné raison entre guillemets à ceux qui prônaient cette radicalisation et ce discours très anti-migrant, raciste, islamophobe, parce qu'ils ont gagné plein d'élections régionales. Ils se sont implantés pratiquement dans tous les parlements régionaux en Allemagne. Mais en fait, c'était pas encore assez à droite, manifestement, puisque Frauke Petry, à son tour, s'est fait doubler sur sa droite. Et puis, donc au congrès de Cologne, en avril 2017, elle a été obligée de laisser la place pour la campagne de 2017 au duo Alexander Gauland et Alice Weidel. Vous reconnaissez l'un des deux noms qui va être présent cette fois-ci, qui ont mené une campagne extrêmement agressive avec beaucoup de provocations, et ça a marché. La crise des migrants à l'époque était encore
beaucoup moins gérée et digérée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc, ça avait très bien marché. Et là, effectivement, ils avaient réussi à attirer non seulement les Stammwähler à l'époque, mais aussi du vote protestataire, en fait. Et ils avaient attiré des électeurs qui avant votaient pour d'autres partis, et puis aussi beaucoup de gens qui s'étaient abstenus la fois d'avant. Donc c'est ça qui a fait le cocktail, qui fait que en 2017 ils avaient obtenu 12,7 et qu'ils avaient fait une entrée fracassante au Bundestag, puisque 4,7 ça ne suffisait pas. Je vous rappelle qu'en Allemagne il faut minimum 5% des voix, ou 3 mandats directs pour entrer au Bundestag. Et que donc il y avait eu 0 en 2013 et que tout à coup ils étaient une centaine en 2017. Choc dans évidemment la population, la société civile et évidemment le monde politique allemand. Et le but c'était, si j'ose dire, plus jamais ça, et d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour que l'AfD ne soit pas présente au Bundestag en 2021. Ça, c'est raté. Alors, on peut se demander... voilà, dans quelle mesure, si on regarde l'ensemble des pays européens et même au-delà aux États-Unis et ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de normalisation à ce qu'il y ait quelque chose très à droite, on va dire, de l'échiquier politique. L'Allemagne n'est pas une exception, c'est ça que je veux dire, c'est qu'elle entre plutôt dans la norme. Donc, ce parti, il est là, il va continuer à avoir un socle d'électeurs, comme l'a dit notre collègue, mais il a perdu cette fois-ci effectivement une partie du vote protestataire pour différentes raisons qu'on va essayer d'analyser d'une façon un peu plus précise. Alors d'abord, je voudrais revenir un petit peu sur leur campagne électorale cette année. Donc, je vais d'abord vous présenter, si j'ose dire, le duo, puisque là, il y avait 2 têtes de liste. Il n'y avait pas un Spitzenkandidat, mais il y en avait 2. Ce duo était, comme en 2017, un duo extrêmement complémentaire par le profil sociologique et par le public qu'on adressiert, comment est-ce qu'on dit en français? Je vais finir par ne plus savoir parler français à force de regarder peut-être dans l'allemand. Donc le public qu'on vise, tout simplement. Donc en fait, Tino Kruppala, originaire de l'Est, de Saxe, ancien peintre en bâtiment, pour le côté plus populaire. Et puis pour représenter les gens de l'Est, il dirige actuellement une entreprise de BTP. Et puis c'est un homme. Et puis donc il y a une femme, Alice Weidel, qui elle vient de l'Ouest, qui est docteur en économie, qui est ex-banquière chez Goldman Sachs, qui a résidé comme expatriée 6 ans en Chine, qui est consultante pour start-up et qui est résidente fiscale en Suisse, où elle vit avec sa compagne et leurs 2 enfants. Voilà, donc vous voyez, il y a 2 profils qui sont censés élargir le schéma des gens auxquels qu'on vise comme électeurs, au-delà justement, normalement, de ce profil très très traditionnel et très conservateur. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'elle incarne, elle, en fait, vraiment l'élite globalisée qu'elle prétend combattre. Donc c'est vraiment un petit peu paradoxal ou schizophrénique, mais en tout cas c'est comme ça, et c'est un profil qui avait marché, si j'ose dire, en 2017. Et donc elle est repartie pour un tour, mais elle a été contestée elle-même dans son propre parti. Il faut dire qu'elle est assez glaciale. Son surnom, c'est die Eisprinzessin. Voilà, pas forcément l'image très très chaleureuse que Gauland, par exemple, pouvait donner, extérieurement, en 2017. Alors, donc l'idée, c'est que c'est surtout elle qui a parlé publiquement. Alors, quelle campagne ils ont menée et avec quels résultats? Alors, il faut bien comprendre que pour l'AfD, hier comme aujourd'hui, ça n'a pas changé. Le fil conducteur du parti et de tout ce qu'ils disent en permanence, c'est ils prétendent défendre donc les intérêts supposés bien compris des Allemands contre l'élite, contre l'establishment qui les trahit, qui agit contre l'Allemagne, contre ses valeurs, contre l'intérêt des Allemands et en particulier contre l'intérêt des plus faibles qu'ils prétendent défendre. Alors une fois qu'on a dit ça, ça peut marcher sur plein de sujets. Alors les migrants comme bouc émissaire,
et puis plein d'autres. Bon, voilà. Alors qu'est-ce qu'ils ont utilisé alors anti-Merkel, qui est la cause de tous les maux, anti-réfugiés, anti-islam, anti-Europe. Ils sont pour le Dexit, le Deutschland Exit, cette année pour la première fois explicitement dans leur programme pour que l'Allemagne donc sorte de l'Union européenne. Ils sont contre toute politique active de lutte contre le changement climatique. Ils sont contre toutes les mesures qui ont été prises pour la pandémie parce qu'ils minimisent la pandémie en mode c'est une grippette. Voilà. Donc ils sont surtout très anti tous ces gouvernements qui ne veulent que du mal aux Allemands. Je vais vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc l'idée, en gros c'est ça. Donc l'idée c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait cette année du thème des migrants qui a si bien marché en 2017. Et bien cette année, ça n'a pratiquement pas été un enjeu dans la campagne et ils ont continué à en parler, mais ils n'ont pas réussi à le placer au centre parce qu'en fait les Allemands sont un peu passés à autre chose, il faut bien dire. La crise des migrants entre 2017 et aujourd'hui, elle est largement gérée parce que il y a eu une politique extrêmement volontariste de l'Allemagne. Tout n'est pas réglé, très loin de là. Mais la moitié des migrants qui sont arrivés entre 2013 et 2016 sont en emploi et pas des emplois précaires, des emplois stables, où ces migrants payent des cotisations sociales dans le système allemand, etc. Donc une bonne partie du chemin a été faite alors que toute la société était encore très agitée. Et on peut le comprendre, pratiquement 1 million qui sont arrivés en 2015, de savoir comment est-ce qu'on allait y arriver. Parce que Merkel a eu beau dire via Schaffen das, ça restait encore à prouver. Donc le thème a été remplacé entre-temps par d'autres. Alors l'immigration et l'islam, donc ils avaient beaucoup instrumentalisé en 2017. Ils ont continué à le servir dans cette campagne, mais comme ça n'a pas été un thème ni un enjeu thématisé par les autres, en fait, ça n'a pas vraiment marché. Ils n'ont pas réussi à le mettre au centre. Alors, du coup, au total, cette année, ils ont surtout surfé sur 2 thèmes, mais n'oubliez pas le fil conducteur que je vous ai dit, les élites agissent contre l'intérêt du peuple, des Allemands, et notamment des plus faibles. Donc, le premier thème qu'ils ont beaucoup exploité, c'est les questions climatiques. Alors, je résume, pour l'AfD, le changement climatique n'est absolument pas dû à l'activité humaine. L'histoire de l'humanité prouve qu'il y a eu des hauts et des bas, des variations de température, et donc il n'y a aucune raison de modifier quoi que ce soit à notre façon de produire, à notre façon de consommer, à notre façon de nous déplacer, puisque de toute façon, c'est pas de notre faute. Voilà. Et donc tout ce qu'on veut imposer aux Allemands, qui va coûter, et c'est vrai, des dizaines de milliards d'euros, est totalement inutile et contre l'intérêt des Allemands, et on ferait bien mieux d'utiliser ces dizaines de milliards d'euros à autre chose. Voilà, je résume, un thème de campagne qui a été vraiment martelé dans tous les sens. Enfin, il se trouve qu'au mois d'août, il y a eu les inondations, je pense qu'il y a certains quand même, et puis une partie du reste de l'Europe pendant ce temps-là qui brûlait, aux États-Unis aussi et ailleurs. Donc en fait, c'est pas la frange de la population qui pense que l'homme n'a aucune influence sur ce qui est en train de se passer est quand même relativement faible, ce qui évidemment fait que il touche pas un public très large sur ces questions-là. Surtout qu'entre-temps, il y a eu l'été qu'on a eu tout simplement, qui est venu un petit peu à contre-courant, si j'ose dire, de ces théories. Ce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que en économie, contrairement à d'autres partis d'extrême droite en Europe, et notamment en France, en Allemagne, l'AfD, c'est un parti libéral en économie. Donc, contre les mesures étatiques, contre les mesures dirigistes. Et donc, ça rentre aussi, évidemment, dans ce paradigme-là, de ne pas vouloir d'intervention de l'État sur la question climatique, surtout que, selon eux, il n'y a pas de raison de le faire. Le deuxième grand thème de campagne, cette année, outre leur thème traditionnel, ça a été la question de la gestion de la pandémie. Alors, les toutes premières semaines, ils critiquaient le gouvernement qui, soi-disant, n'en faisait pas assez de masques, pas assez vite, etc. Puis assez vite, ils ont complètement changé leur fusil d'épaule et ils se sont opposés systématiquement à la politique gouvernementale dans sa lutte contre le Covid-19.
ils se sont opposés à toutes les restrictions de liberté. C'est là aussi que je retrouve le côté, si j'ose dire, libéral, alors d'une façon très très différente évidemment du FDP ou des Verts. Mais ils se sont opposés à toutes les restrictions de liberté, au confinement, etc. Là aussi, comme pour le climat, en disant que le problème n'existe pas, que le Covid c'est pas grave et que on en exagère largement la portée. Tu vois, il y a eu un épisode, il y a eu un député AfD qui a été au Bundestag avec un faux masque en espèce de barésie en disant, voilà, pour se moquer des masques et de toutes les mesures, député qui a fini à l'hôpital en réanimation quelques semaines plus tard pour Covid grave. Mais tout ça pour dire que, en fait, le problème, en fait, selon eux, a été très exagéré. Et en fait, ils se sont rapprochés de thèses complotistes. Et aussi des manifestants des Querdenker, alors qui est un groupement qui comprend des groupes très variés, tout comme en France, les manifestants du pass sanitaire. Vous avez là-dedans, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens très différents dans les manifestations contre le pass sanitaire en France. Il y a à peu près le même mix en Allemagne, mais il y a eu quand même aussi des députés de l'AfD qu'on a vus dans ces manifestations. Et en fait. Merci. Donc, en fait, il y a eu une connivence avec les Querdenker. Je vous rappelle quand même que les gens des Querdenker sont montés sur les marches du Bundestag en 2020. C'était pas tout à fait comme au Capitole en janvier 2021, mais pas très loin quand même dans la démarche et dans la symbolique de ce que ça représente. Alors, l'idée, c'est Corona dictature, etc. Là, on nous impose des choses qui n'ont pas lieu d'être, etc. Et dans le dernier débat de télévision, avant les élections, où il y avait non seulement le fameux triel, les 3 favoris, mais l'ensemble des partis représentés au Bundestag, on a posé la question à Alice Weidel de savoir si elle se distanciait des Querdenker, et sa réponse a été très clairement non, et qu'il n'y avait pas de raison de stigmatiser ces gens-là. Alice Weidel elle-même n'est pas vaccinée et le revendique. Quant à Tino Kruppala, quand on lui pose la question, il s'énerve et il dit que ça ne regarde personne, en fait. C'est ce qui règle la question. Alors, donc, le problème, c'est que là aussi, ils sont en décalage par rapport à ce que pense l'énorme majorité des Allemands qui ne pensent pas que le Covid est une grippette. Voilà. Donc ça aussi, ça a un petit peu réduit la portée de leur campagne électorale. Donc, oui. J'ai besoin de quelques minutes encore, si vous voulez bien. Donc, parce qu'il y a quelques idées encore importantes, même si je vais les résumer. Il y a eu un autre facteur qui a certainement joué un rôle aussi, c'est qu'il y a eu une ostracisation complète du parti par l'ensemble des autres partis. Même s'il y a eu, on pourra en reparler, quelques épisodes avec la CDU, CSU et notamment à l'Est et avec le FDP, mais depuis 2020, c'est complètement réglé. Et même Söder, qui à un moment courait un petit peu après les thèmes de l'AfD, aucun parti n'a surfé sur les thèmes de l'AfD. Personne n'a cherché à leur courir après. Aucun parti ne veut la moindre collaboration avec ce parti, donc ça les a quand même aussi marginalisés. Je dis ça parce qu'il y a d'autres pays où ça se passe pas comme ça. Je n'en cite aucun, mais je crois que vous voyez référence éventuellement. Voilà, ce qui peut se passer dans certains autres pays, c'est-à-dire une très claire et très très ferme, aucune coopération avec ce parti. Alors, ensuite, le bilan, donc des résultats, et puis après très rapidement sur les résultats, effectivement. Alors, ils ont fait un moins bon score qu'en 2017, mais ils auront quand même 83 députés, ce qui est énorme, enfin, par rapport à rien. Je vous rappelle que 2017, c'était la première fois. Mais avec ces pertes, et comme en fait, il y a eu des gains chez les Verts et le FDP, ils se retrouvent non pas premier parti d'opposition, mais ils étaient 3e en 2017, ils se retrouvent 5e. Ce qui va leur enlever des commissions au Bundestag et ce qui va leur enlever aussi de l'influence, parce que en tant que premier parti de l'opposition derrière SPD et CDU, CSU, qui ensemble formaient le gouvernement, ils étaient le premier parti d'opposition, donc c'est toujours eux qui parlaient en premier, après le gouvernement, au Bundestag, et on les entendait haut, fort, en premier et longtemps. Donc ça va aussi quand même ça leur enlever un petit peu d'influence, mais enfin ils sont toujours là, bien ancrés et avec plus que 10%. L'autre chose, effectivement, donc comme on disait, c'est que les différences Est-Ouest demeurent. En 2017, l'AfD avait fait 10,7 à l'Ouest, cette fois-ci 8,2. À l'Est,
en 2017, 21,9 et 19,1 aujourd'hui. Donc je répète, en 2021, 8,2 à l'ouest et 19,1 à l'est. D'accord ? Donc en pourcentage, c'est 2 fois plus. Il ne faut pas oublier quand même qu'en nombre de voix, dans l'absolu, ils ont quand même beaucoup plus de voix à l'ouest. Donc il ne faut pas du tout croire que c'est un phénomène qui se situe uniquement à l'est. Il y a aussi beaucoup de gens qui votent AfD à l'ouest. Alors, ils ont, pour revenir encore sur cette spécificité est-ouest, quand on regarde la carte de l'Allemagne, et puis les résultats, alors 2 choses. Ils ont raflé énormément de mandats directs, c'est-à-dire dans les circonscriptions où on est élu par la Erststimme à la majorité relative. Ils ont raflé bon nombre de circonscriptions, notamment en Saxe et en Thuringe, où ils sont arrivés par ailleurs premiers. C'est les 2 seuls Länder où l'AfD est arrivée en tête, en Saxe et en Thuringe, avec dans les 2 Länder à peu près 24%. L'ensemble, si on regarde la carte de l'Allemagne, dans l'ensemble des autres Länder, c'est le SPD qui est arrivé en premier, sauf en Bavière et Bade-Württemberg, où c'était CDU-CSU pour Bade-Württemberg et la CSU évidemment pour la Bavière. Mais donc en fait Saxe et Thuringe où l'AfD est bien implantée depuis un moment, il y a eu cette arrivée en première position. Cela étant, ils ont perdu des points dimanche aux élections régionales à Berlin, près de 5%, et puis ils ont perdu aussi pas mal en Mecklenburg-Vorpommern, mais ils seront pas du tout dans les gouvernements, puisque là aussi, il y a moyen de faire bien d'autres coalitions avec une SPD qui a fait des scores très importants. Voilà, donc pour conclure pour le moment, un score en régression par rapport à 2017, mais ils sont toujours là. Lundi, il y a eu une conférence de presse des 2 têtes de liste, Weidel, Krupala, mais avec le chef du parti qui est Meuthen, qui est de l'aile plus modérée. Ils sont évidemment très adversaires. Meuthen est de l'aile plus modérée, on va dire, de l'AfD. Et ça sentait le règlement de compte lundi. Meuthen qui disait oui, évidemment, on n'a pas fait un bon score, ce que nient totalement les 2 autres, en disant mais non, on a fait un très bon score. Et d'ailleurs, si on enlève la concurrence que nous ont fait les Freie Wähler, qui nous ont enlevé 2-3%, on a fait le même score qu'en 2017. Et donc, ça sent vraiment le règlement de compte. Donc, on peut se demander si on va pas vers une implosion du parti, parce que ça fait quand même plusieurs années que les tensions sont de plus en plus fortes, très très forte division interne, voire vers une radicalisation encore supplémentaire. Voilà, merci Michel Weinarter pour cette introduction sur l'extrême droite. Et il faut rappeler effectivement que sur le plan régional, aux élections régionales à Berlin, donc l'AfD a reculé, n'a plus que 8,1%, perdu 6 points, c'est énorme, presque la moitié de son électorat. Et par contre, dans le Mecklembourg-Vorpommern, c'est-à-dire le Land de Madame Merkel, l'AfD vient quand même en 2e position avec 18,1% et un recul seulement de 2,1%. Donc ça confirme bien, si vous voulez, ce que disait Michel Weinarter, le fort ancrage de l'AfD en Allemagne de l'Est, sauf à Berlin, et par contre un certain déclin à l'Ouest. Bon, je vais passer maintenant la parole à Paul Maurice, qui s'occupe beaucoup de relations franco-allemandes à l'IFRI. Et la question que je voudrais lui poser, quels vont être les effets de ces élections sur les rapports franco-allemands et sur la politique européenne de l'Allemagne? Merci beaucoup. Je vais poser tout de suite ma question à Michel Weinarter, parce que comme ça, elle pourra y penser pendant ma présentation. Sur les courbes que nous a montré M. Youn tout à l'heure, on voit le décrochage de mars 2020. Et il faudrait peut-être aussi réfléchir à toute cette question de l'interdiction de Der Flügel, l'aile néo-nazie. C'était prévu, mais j'ai dû sauter parce que pour pas faire trop long. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. C'est toute l'affaire de Thuringe avec le FDP et l'élection de Kemmerich, qui a en fait montré le E-punkt de l'AfD et avec la mise sous surveillance par les services de renseignement, etc. Bon, voilà. Bon, c'était toutes mes interrogations. Alors, sur les élections allemandes et la question européenne et internationale, et franco-allemande également, il faut peut-être aussi
regarder ce qu'a été la politique étrangère et européenne de l'ère Merkel, pour comprendre quels sont les enjeux à la fin de l'ère Merkel. Alors, on a toujours cette fameuse couverture de The Economist en 2013, l'Allemagne qui est the reluctant hegemon, c'est-à-dire ce pays qui serait une grande Suisse, finalement. Ce serait ça l'avenir de l'Allemagne, une puissance économique, mais qui ne s'engage pas sur la scène internationale. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on reproche à l'Allemagne depuis le début de l'ère Merkel, c'est d'être en retrait sur la scène internationale. Alors que paradoxalement, l'Allemagne était entrée dans une phase un peu plus active sous l'ère Schröder. Il faut rappeler que, et ça apporte un peu aussi à ce que je vais dire après, ce sont les Verts au gouvernement sous Schröder qui, avec Joschka Fischer, ont été les premiers à envoyer la Bundeswehr, l'armée allemande, en mission de combat. Jusque-là, elle n'avait fait que des missions d'accompagnement, des missions humanitaires, donc combat au Kosovo et combat en Afghanistan. Donc on a eu, sous l'ère Merkel, une politique étrangère un peu en retrait. Et cette politique étrangère, il y a une volonté à la conférence de sécurité de Munich en 2014 que l'Allemagne prenne plus de place sur la scène internationale. À l'époque, le président actuel, qui était ministre des Affaires étrangères, Steinmeier, avait dit voilà, nous allons prendre une place importante. Ursula von der Leyen, qui est aujourd'hui présidente de la Commission européenne. Alors je vais rapprocher le micro, voilà. Pardon pour les traductrices. Avait dit que l'Allemagne devait prendre une place plus importante. Mais ce n'est pas arrivé, finalement. Et donc l'Allemagne est restée en retrait. C'est ce qu'on a souvent reproché à Angela Merkel. En termes de politique européenne, c'est le paradoxe de la fin de l'ère Merkel, puisque on parle de cette femme qui va quitter la scène européenne, qui était la grande organisatrice, finalement un peu la chef d'orchestre de l'Europe ces derniers temps, peut-être parce qu'elle était là depuis longtemps et qu'elle connaît très bien le fonctionnement des conseils européens. Mais on peut, je vais être un peu provoquant dans ce que je vais dire, on peut dire que finalement le bilan d'Angela Merkel, le bilan européen d'Angela Merkel est assez mitigé, voire même très ambigu sur certaines questions. Elle a réagi, et on a évoqué tout à l'heure la crise grecque avec la création de l'AfD, finalement, qui est un peu une réponse à cette crise grecque et la crise de l'euro. Elle a sauvé la Grèce. Alors les Grecs lui en veulent beaucoup parce que ça a été au prix d'un plan d'austérité très très fort, mais elle a sauvé le fait que la Grèce reste dans la zone euro, ce qui était quand même pour la cohésion de l'Union européenne quelque chose de fondamental. Ça aurait pu conduire à une réaction en chaîne, j'allais dire qui conduirait au Brexit, qui aurait conduit à un éclatement vraiment politique de l'Europe. Mais c'est plutôt une réaction à une crise européenne qu'une action, qu'une anticipation des crises européennes. Elle part de la scène européenne sur un bilan positif. Le 18 mai 2020, la présentation franco-allemande par visioconférence par Emmanuel Macron et Angela Merkel d'un plan de relance de 500 milliards d'euros au départ, qui était composé de dons directs aux États et une mutualisation des dettes, c'est-à-dire que la Commission européenne emprunte cette somme sur les marchés au nom de la Commission européenne, et elle va redistribuer ensuite cet argent. Et comment est-ce qu'on rembourse cet emprunt ? On rembourse cet emprunt parce que l'Allemagne, notamment, a une très bonne note, et elle peut emprunter à de très bas taux sur les marchés, et on remboursera après en proportion de la contribution au budget européen. C'est un peu technique, mais en tout cas, le principe, c'est la mutualisation des dettes. On remonte 2 mois avant, mars 2020, crise européenne, c'est la crise des Corona Bonds. Angela Merkel est complètement opposée à la mutualisation des dettes, et ce, depuis des années. Donc on a des revirements d'Angela Merkel, devant l'abîme, comme diront certains, on n'a pas le choix, c'est aussi l'avenir de l'Europe dont il est question, et dans l'avenir de l'Europe, il y a aussi l'avenir de l'Allemagne, et je le dis sans reproche. Il faut toujours penser que la construction européenne, c'est toujours fait par une convergence d'intérêts nationaux. Petite parenthèse, la communauté européenne du charbon et de l'acier n'aurait jamais vu le jour et n'aurait jamais conduit à la construction européenne qu'on connaît aujourd'hui si les Allemands n'avaient pas voulu retrouver leur souveraineté et si les Français n'avaient pas voulu encadrer la souveraineté allemande. Parenthèse fermée. Donc, on a un bilan qui est positif. D'autant plus positif que Angela Merkel, lors du Conseil européen de Bruxelles en juillet 2020, a réussi avec des compromis. Alors certes, on est passé des 500 milliards prévus à 390 milliards, mais elle a réussi à ce que ça soit accepté par les 5 dits frugaux. Alors, la frugalité, c'est une vertu morale qu'on s'applique à soi-même. Quand on veut l'imposer aux autres, c'est plus de la frugalité. Donc, je dis 10 frugaux, les Autrichiens en tête.
elle a réussi à faire passer tout ça. Elle connaît bien le fonctionnement. Et puis on peut continuer jusqu'à l'automne 2020, où elle a réussi finalement à passer outre l'opposition radicale des Hongrois, des Polonais, qui tiquaient sur la conditionnalité liée à l'état de droit. Elle a contourné ça, et finalement on a un plan de relance européen. Certes, pas exactement comme il était prévu, mais on a quand même quelque chose de positif. Donc ça, c'est l'aspect positif. Mais finalement, et là on en vient à des questions de politique intérieure qui sont liées aux questions fiscales et aux questions économiques, c'est la question de la mutualisation des dettes. Pour la CDU, dans le programme de la CDU, c'est un one-shot. On le fait une fois et on ne réitère pas. Donc on voit aussi qu'il y a quand même un frein. Dès qu'on fait quelque chose, il y a un frein immédiat à une politique européenne engagée. Et du point de vue français, on a conscience de la place d'Angela Merkel, mais il y a toujours, derrière, dans l'esprit, il y a toujours le discours de la Sorbonne de 2017. En septembre 2017, Emmanuel Macron tient un grand discours à la Sorbonne avec de grandes idées pour l'intégration européenne, et puis pas de réaction du côté allemand. Alors certes, on était au moment des élections, négociations, pas forcément de gouvernement. C'est pas la seule raison. Il y avait aussi des réticences à cet enthousiasme français pour la construction européenne, même si certains points pouvaient être des points de convergence. Donc, sur les enjeux qui vont venir, là, au lendemain des élections, pour la relation franco-allemande, finalement, c'est la constitution rapide d'un gouvernement. Parce que la France va prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne au 1er janvier 2022. Si vous me demandez vraiment mon avis, moi je vous dirais que la présidence tournante, elle ne sert à rien depuis le traité de Lisbonne. Mais bon, ça ce n'est que mon avis. Dans les présidences tournantes, chaque pays essaie de mettre en avant des projets qu'il va porter. La présidence française, elle est vue comme une continuité de la présidence allemande qui avait commencé au 1er juillet 2020. On l'avait surnommée la présidence Corona, parce que finalement toutes les ambitions avaient été un peu freinées par la gestion de crise du coronavirus, même si ça avait permis de faire passer le budget qui était un des grands enjeux. Donc des enjeux qui ont été posés, comme les questions de sécurité et de défense, avec la question de la boussole stratégique européenne, vont aboutir durant cette présidence française. Et si les Français n'ont pas un soutien du côté allemand, finalement, ces projets, ils vont un peu tomber à plat. Et ils ne vont pas avoir la portée européenne. Aussi parce que, on l'a vu, sans l'Allemagne, la France a du mal à porter seule des projets. Et peut-être la méthode Macron, un peu dynamique, va brusquer certains partenaires européens. Dans la campagne, 2 candidats ont été reçus à l'Élysée, Armin Laschet et Olaf Scholz, et ça a montré aussi une volonté du côté français de ne pas prendre parti. C'est pas Angela Merkel qui soutient Nicolas Sarkozy en 2012, parce que Emmanuel Macron n'est pas affilié ni à l'un ni à l'autre des deux partis. Et ça montre aussi la vraie volonté du côté français de continuer à travailler avec le partenaire allemand. D'un côté, Armin Laschet, on le connaît pour ses fonctions dans le franco-allemand, puis aussi la CDU, qui est au pouvoir depuis 16 ans. Olaf Scholz, on le connaît aussi, il a beaucoup travaillé avec Bruno Le Maire. D'ailleurs, les plans de relance nationaux qui devaient être intégrés au plan de relance européen ont été présentés en commun par les 2 ministres des Finances, Bruno Le Maire et Olaf Scholz. Donc on a une forme de continuité. Ce qui gêne à Paris, c'est le FDP. Et là, on revient un peu sur des questions de politique intérieure allemande pour arriver à la relation franco-allemande. Ça a déjà été évoqué par la question de Michel Weinachter tout à l'heure à Uwe Jun sur la question, en fait, du pacte de stabilité. Le pacte de stabilité, c'est ces fameux 3% du PIB en déficit public et puis 60% d'endettement, 60% du PIB d'endettement, c'est-à-dire les normes de Maastricht. Aujourd'hui, ce pacte de stabilité, il est suspendu. Tant mieux, parce que l'Allemagne est à 5%, je crois, autour de 4,5-5% de déficit, et puis la France un peu plus. La présidence française, Emmanuel Macron, a une vraie volonté de réformer ce pacte de stabilité, parce que du point de vue français, du point de vue d'autres pays, les Italiens, les Espagnols par exemple, ça empêche les investissements publics. Ça empêche d'aller vers une transition écologique, etc., par exemple le programme des Verts. Le FDP... et pour une orthodoxie budgétaire stricte, pour le frein à la dette,
Et donc, pour un rétablissement, comme c'est prévu en 2023, du pacte de stabilité. Et là, si Christian Lindner devient ministre des Finances, ce sera l'interlocuteur de Paris. Et on va avoir peut-être aussi des couacs franco-allemands sur cette question-là. Je dis des couacs franco-allemands, mais qui sont aussi révélateurs de deux positions en Europe. Deuxième question que ces élections posent, celle des Verts. Alors, les Verts, souvent, les Verts allemands, en France, du côté gouvernemental, on projette les Verts français. Hein, donc on n'y voit pas forcément ce qu'ils sont. J'ai rappelé aussi que les Verts allemands gouvernent dans 10 Länder sur 16. Donc ce sont des gens qui savent gouverner, qui ont l'habitude de gouverner, à la fois avec la CDU, avec le FDP, avec le SPD, etc. Pourquoi les Verts seraient un problème du point de vue de la relation franco-allemande, du point de vue français ? A priori, ils ont un programme européen qui est très proche, celui de la République en marche, du président de la République Emmanuel Macron, pour plus d'intégration européenne. Sur la question de l'autonomie stratégique européenne, ils sont plutôt dans la continuation de ce qu'avait proposé Emmanuel Macron. Encore plus. D'accord. Vous voyez, Michel parlait trop près, moi je parle trop loin, on va finir par avoir une moyenne à nous deux. Alors, les Verts, qu'est-ce qui va poser problème ? 2 points principaux posent problème. La question du Green Deal européen. Dans le Green Deal européen, l'idée c'est la décarbonisation, et du point de vue français, le moins de carbone, il est très simple, c'est le nucléaire. Du côté allemand, on est encore à une énergie électrique qui est produite par le charbon. Uwe Jung l'a rappelé, l'objectif c'est 2038 pour la sortie du charbon pour la production d'électricité. Dans le programme des Verts, c'est 2030. Quelles sont les alternatives ? La CDU répond le gaz. Ça tombe bien, on vient de finir un gazoduc qui relie, un deuxième gazoduc, parce qu'il y en avait déjà un, qui relie la Russie à l'Allemagne. C'est une énergie de transition pour arriver à la décarbonisation. Les Verts répondent, c'est une énergie fossile, donc qui produit énormément. Donc là, on a un point de crispation sur la question nucléaire entre la France et l'Allemagne pour la mise en œuvre d'un Green Deal européen. Deuxième question, point de crispation, même si j'ai été plus nuancé dans mon propos, au tout début, sur les questions de sécurité et de défense. Alors, il y a eu l'année dernière une passe d'armes un peu médiatique entre la ministre de la Défense allemande, Annegret Kramp-Karrenbauer, et Emmanuel Macron sur la question de l'autonomie stratégique européenne. Est-ce qu'on doit être du côté des États-Unis ? Est-ce qu'on doit être tout seul, etc. Bon, chacun s'adressait plutôt à son électorat, donc il y avait un désaccord, et finalement, je pense que sur le fond, tout le monde était plutôt d'accord. Là, il y a une question fondamentale, c'est celle du lien à l'OTAN. Parce que l'Allemagne est un pays qui reste très atlantiste, même chez les Verts. Il ne faut pas nier cet attachement à la relation transatlantique, cet attachement à l'OTAN. Et du point de vue allemand, au-delà des Verts, on considère l'autonomie stratégique européenne, ou la souveraineté européenne, peu importe comment on l'appelle, dans le cadre du pilier européen de l'OTAN. Du point de vue français, on l'imagine beaucoup plus au sein de l'Union européenne, donc sur les politiques de sécurité et de défense au sein de l'Union européenne. Il s'agit aussi des projets bilatéraux. Dans les projets bilatéraux, on a des projets d'armement, donc le SCAF, l'avion du futur, qui est un projet franco-allemand et maintenant espagnol, qui pose un problème aux Verts parce que c'est un avion qui finalement aurait une forme d'avion de drone et donc d'armement des drones. Et là, on revient sur le grand débat qui anime l'Allemagne depuis plus de 10 ans, sur l'armement des drones de la Bundeswehr. Et c'était aussi une de mes questions à Uwe Jung tout à l'heure. Au sein du SPD, on est très partagé là-dessus. Personne n'est d'accord sur l'armement des drones. Est-ce que c'est une arme qui va faire de l'armée allemande des tueurs, ou est-ce que c'est une arme pour protéger les soldats allemands en opération ? Deuxième question, ce sont les interventions bilatérales, et là on parle du Sahel. Alors au Sahel, il y avait 2 missions, donc Barkhane qui est en train de prendre fin avec la MINUSMA, et il y a une mission européenne qui est le UTM, qui est une mission de formation, qui au départ était concentrée sur le Mali et qui a été élargie au G5 Sahel, donc les États du Sahel. Et cette mission de l'EUTM, elle est, comme pour toutes les missions de la Bundeswehr, les opérations extérieures de la Bundeswehr, présentée au renouvellement au Bundestag tous les ans. Et ça fait 2 ans que les Verts votent contre. Ils votent contre parce qu'ils considèrent que l'élargissement de cette mission au Tchad, qui est un État autoritaire, n'est pas le but de l'armée allemande. L'armée allemande n'a pas pour but de former les forces de sécurité d'un État autoritaire.
vous voyez qu'on a une culture de sécurité et de défense complètement différente entre la France et l'Allemagne, et si les Verts accèdent au gouvernement, dans la configuration actuelle, ils pourraient accéder au ministère des Affaires étrangères. Et donc on aurait aussi des difficultés. Je renuance tout de suite mon propos en disant il ne faut pas faire des Verts allemands un parti pacifiste dans l'absolu, mais c'est un parti qui a quand même cette tradition. Dernier point, la question des exportations d'armes. Alors, c'est aussi un grand débat en Allemagne. Est-ce que l'Allemagne doit exporter des armes ? Et dans la campagne, Robert Habeck est allé en Ukraine. Il a posé avec un casque, un gilet pare-balles, en se mettant du côté de l'Ukraine. Et à ce moment-là, il a dit « Je suis pour l'exportation d'armes dans les zones de conflit, mais pour les armes défensives ». Alors tout le monde lui a dit un char d'assaut c'est une arme défensive d'une certaine manière, donc on pourrait exporter des chars d'assaut dans les zones de conflit. Donc il y a aussi quelque chose de très peu clair là-dessus, mais qui est aussi lié à la base des Verts, et il faut voir comment... Il n'y a pas de Parteidisziplin chez les Verts allemands dans les votes au Bundestag, dans les nominatifs en tout cas. Donc il faut voir aussi comment les Verts votent sur ces questions-là, comment les différents députés, là on a beaucoup plus de députés, on a eu des scores importants à Berlin, où les fédérations des Verts sont plus à gauche et donc plus pacifistes, on a eu des scores importants dans les grandes villes ou avec des candidats un peu plus engagés sur ces questions. Donc il faut voir comment tout ceci va... influencer la relation en termes de sécurité et de défense au niveau franco-allemand. Voilà, donc quelques points. Je vais peut-être en rester là, et puis je répondrai bien sûr s'il y a des questions sur le sujet. Merci pour cette bonne introduction. Peut-être M. Youn veut poser une question concernant la politique extérieure ou les relations franco-allemandes d'Europe. Wollen Sie eine Frage stellen eventuell? Non, il est tout à fait d'accord. Bon, j'aime que tout le monde puisse s'exprimer. Mais écoutez, Michel veut poser une question ? Alors, oui, en complément de ce qui a été dit sur les points de crispation entre les Verts et la volonté de Macron d'avancer fermement sur une plus forte autonomie européenne. Alors on sait que les Verts sont les Königsmacher et sont vraiment déterminants, mais le chancelier, ça va quand même être probablement, Scholz ou Laschet, et Laschet sera plus compatible avec les idées de Macron. Mais ce qui n'a pas été évoqué, c'est les points de crispation entre Scholz et au-delà du SPD, parce qu'il y a le même problème au SPD. C'est-à-dire que déjà, il y a de fortes dissensions au sein du SPD qui ont été couvertes par la campagne électorale. Enfin, Saskia Esken et Norbert Walter-Borjans sont beaucoup plus à gauche que, pour le dire vite fait, que Scholz. Et la question, c'est est-ce que ces divergences au sein du SPD vont ressortir après ? Et la deuxième chose, c'est la composition de la Bundestagsfraktion du SPD, qui va être, elle aussi, beaucoup plus bunt, comme diraient les Allemands, beaucoup plus colorée, avec beaucoup plus jeunes et beaucoup plus à gauche. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans une démocratie parlementaire et qu'il y a ce que veulent les dirigeants, mais que là-bas, on n'est pas en monarchie. C'était une boutade par rapport à chez nous, mais que du coup, eh bien, les fractions, les groupes parlementaires ont également leur mot à dire. Donc voilà, donc deux étages à ma fusée de questions, si j'ose dire. C'est les points de crispation qui ont été évoqués entre les Verts et effectivement ce que souhaite Macron s'il est réélu. Mais il y a aussi donc Scholz. Et derrière lui, sa Bundestagsfraktion et son parti. Merci. Moi, je vois simplement une phrase. Le problème va surtout être le suivant. Quel va être le rôle des ailes gauches, du SPD et des Verts ? Parce que Scholz est plutôt au centre. Effectivement, comme ça a été dit, l'aile gauche s'est tue pendant la campagne électorale, et donc il y aura certainement un problème, tant chez les Verts que au SPD. Alors effectivement, et pour replacer les choses dans leur contexte, en décembre 2019, le binôme élu à la tête du SPD, donc Saskia Esken et Norbert Walter-Borjans, ont été élus contre Olaf Scholz. C'est l'aile gauche qui a été élu contre l'aile, on va dire, plutôt social-libérale, portée par Olaf Scholz. Donc, le paradoxe est là. Olaf Scholz, qui est le candidat du parti, qui n'a pas voulu de lui 1 an et demi avant, enfin même moins que ça, 6 mois, puisqu'il a été désigné candidat à l'été 2020,
Et là, tout le monde s'est dit non, le SPD recommence comme d'habitude, c'est-à-dire que tout le monde va se tirer dans les pattes, etc. Et le SPD a réussi à faire ce que la CDU faisait sous Merkel, et je rejoins ce qu'a dit Uwe Jung tout à l'heure. On n'a plus entendu qu'une seule voix, avec des différences importantes. Et le paradoxe est, il y a quand même eu des choses mises en avant du programme qui est plus à gauche, effectivement, que le candidat, le salaire minimum, etc. Et ça a été un peu rassurant. Parce que, porté par une aile droite, un programme de gauche, c'est un peu rassurant, puis ça rassure un peu tout le monde. Alors, sur les questions de sécurité et de défense, sur la dernière année, sur tous les mandats de renouvellement de la Bundeswehr, le SPD a voté à 98,5% pour le renouvellement. Mais le chef du groupe parlementaire, Mützenich, sur les questions de sécurité et de défense, est très pacifiste. Il est contre l'armement des drones, par exemple, parce que c'était un débat au Bundestag. Il est contre le partage nucléaire. Alors, le partage nucléaire, c'est le fait que les avions de l'armée allemande puissent porter les bombes nucléaires américaines, qui officiellement n'existent pas, mais qui sont présentes sur le territoire allemand, pour pouvoir les déplacer, ou voire même les larguer en cas de conflit nucléaire. Jusque-là, c'était les Tornado, les avions des années 80 qui les portaient. Il y a eu la question de leur renouvellement parce qu'ils étaient trop anciens. Donc, on a pris des F-18 américains qui sont équipés pour ça. Et là, ça a été un débat. Nous devons sortir du partage nucléaire. Nous devons nous débarrasser de cette dépendance aux États-Unis, etc. Il va jouer un rôle, Mützenich, probablement, comme chef de la fraction. Est-ce qu'il va être... Je vous coupe. Si j'ai bien compris les informations d'aujourd'hui, ce n'est pas lui qui a été réélu président, c'est un autre. Hein. Et je ne sais pas, peut-être qu'il sera ministre, voilà. Certainement. Et justement, l'idée, c'est aussi de lui donner un poste ministériel, donc il va jouer un rôle. Autre chose, au sein du SPD, il y a les Jusos, les jeunes socialistes, on dirait en France, qui sont très à gauche. Ils étaient menés par Kevin Kühnert, qui en 2018 plutôt, s'opposait au renouvellement de la Grande Coalition. Alors, il a un peu mûri, puis on lui a offert une circonscription gagnable à Neukölln, à Berlin, donc il a un peu mis de l'eau dans son vin. C'est toujours plus facile comme ça, mais il y a 43, si je ne me trompe pas, ou 45 Jusos qui ont été élus sur les 206 députés SPD. Donc ils vont jouer un rôle important. Ça revient à votre question sur l'aile gauche du parti à ce moment-là. Alors, est-ce qu'on va avoir sur ces questions-là, au sein du SPD, une Parteidisziplin ? Est-ce que sur les mandats de renouvellement de la Bundeswehr, on va avoir encore du 98 ou 99%, puis les autres, c'était des abstentions. Et sur les projets, effectivement, sur le fait de mener des projets. Et là, on va avoir une question. Alors, au sein de la CDU, si Laschet dirige un gouvernement, on est effectivement plus Macron-compatible sur les questions de sécurité et de défense. Quand il est venu à Paris, il a parlé de ce FBI européen, donc sur les questions de sécurité. La position de la ministre de la Défense actuelle, Annegret Kramp-Karrenbauer, est quand même finalement une position qui est intéressante à regarder parce que c'est elle qui va le plus loin dans la réflexion sur la Bundeswehr et sur son avenir et d'en faire une armée, j'allais dire, normale. Alors quand on dit faire une armée normale de la Bundeswehr, les Allemands disent vous voulez faire une armée française de la Bundeswehr, mais c'est pas exactement ça. Elle a quand même une vision et une réflexion sur tout ça et sur le fait que cette armée doit jouer aussi un rôle qui n'est pas seulement celui d'une armée qu'on envoie en opération mais qu'on oublie, qu'on ne soutient pas politiquement, voilà, qui est une vraie armée finalement. Donc au sein de la CDU, on a un rapprochement avec la France qui serait plus facile, on va dire, sur ces questions de sécurité et de défense. Et avec la CSU à bord, en plus, qui se présente d'autant plus comme le parti qui défend le plus les soldats. Ich wollte nur kurz ergänzen, bevor es ein Missverständnis gibt, also Rolf Mützenich ist heute wiedergewählt worden als Fraktionsvorsitzender mit 97,5%, und er soll auch Fraktionsvorsitzender bleiben. Also das ist ein klarer Deal zwischen Scholz und Mützenich, dass Mützenich auf jeden Fall Fraktionsvorsitzender bleibt. Il y aura aussi un autre point un autre point d'achoppement, ça va être concernant l'augmentation du budget militaire. La CDU s'engageait dans ce sens-là, l'augmentation des 2%, et si j'ai bien vu les perspectives budgétaires, il n'est pas question d'augmenter sensiblement, au contraire, il serait même question de baisser la part du militaire dans le budget. Alors la question des 2%, c'est pour les néophytes qui ne sont pas obsédés par les questions de sécurité et de défense comme moi, en fait, l'objectif de l'OTAN, c'est que chaque pays membre atteigne 2% de son PIB consacré à la défense.
La Grèce y arrive, la France y est presque, et l'Allemagne n'y est pas. Alors, l'argument allemand, c'est de dire le PIB allemand, c'est pas le PIB des autres pays, ce qui est vrai. Le fait est que la Bundeswehr est une armée sous-financée. Elle consacre la moitié de son budget à entretenir du matériel qui est désuet et qui n'est pas en état de fonctionnement. Mais sur ces questions-là, les candidats se sont prononcés et c'est un peu plus mitigé. C'est-à-dire que les Verts ont dit, par exemple, qu'ils étaient contre les 2%. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils étaient contre l'augmentation du budget consacré à la défense. La candidate a donné une série d'interviews, et c'est intéressant parce qu'elle a vraiment commencé par ça, entre novembre, ça a commencé dans la Süddeutsche, je crois, et puis elle l'a fait jusqu'au mois d'avril, au moment où elle a été formellement nommée candidate, sur les questions de politique étrangère et de sécurité et de défense. Parce qu'elle savait que c'était aussi là-dessus qu'on attendait. On attend les Verts souvent. Et elle s'est prononcée, je vous donne un exemple, pour l'achat de lunettes à visée nocturne pour que les soldats puissent se battre sur les terrains d'opération. C'est quelque chose qui coûte cher. Donc elle a aussi conscience, et chez les Verts, on a conscience qu'il faut investir, et notamment dans les technologies de défense, et pas seulement d'entretenir du matériel qui est obsolète et qui n'est pas en état de fonctionnement. Donc c'est un peu plus mitigé. C'est vrai que les 2%, ça pose toujours problème. Alors, entre la CDU et le SPD, dans la grande coalition, on se renvoyait la balle en disant oui, nous on veut à la défense CDU, mais le ministre des Finances, M. Scholz, il veut pas, il nous bloque les choses. Ce qui était en partie vrai. Mais on a aussi des positions un peu mesurées. La question derrière, c'est qu'est-ce que va faire la Bundeswehr ? Après le retrait d'Afghanistan, ça va être quoi son rôle ? Est-ce qu'elle va intervenir dans des missions humanitaires ? Est-ce qu'elle va intervenir dans des missions de combat ? Est-ce qu'elle va intervenir dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre de l'ONU, dans le cadre de missions européennes, etc. Et là, il y a une vraie question qui se pose en Allemagne, mais qui n'est pas seulement une question allemande, qui est aussi une question européenne. Bon, voilà un certain nombre d'informations, d'analyses. Maintenant, c'est à vous de poser des questions. On peut ouvrir le débat. Voilà, monsieur devant. Vous passez le micro. Schönen guten Abend, Kolja Lindner, Maître de Conférence en Théorie politique allemande, Université Paris 8. Ich habe eine Frage für Herrn Jun, und zwar für die leider ein bisschen abwesende oder vielleicht sogar große Abwesende Ihres Vortrages, nämlich die Linkspartei. Durch Ihre Konstellation ist sie ja eigentlich eher eine, nach der Unterscheidung, die Sie gemacht haben, eine themenorientierte Partei, nicht eine kandidatenorientierte Partei, weil sie sozusagen keine aussichtsreichen Kanzlerkandidatinnen präsentiert hat. Und meine Frage ist, oder mein großes Erstaunen tatsächlich beim Ausgang der Wahl, warum, und das möchte ich an zwei Themen deutlich machen, die Themenorientierung der Linkspartei nicht verfangen hat. Also eigentlich ist das Ergebnis der Linkspartei ja das dramatischste. Es ist nämlich die Partei, die eigentlich 50% ihrer Stimmen verloren hat, also mehr prozentual verloren hat als alle anderen Parteien. Und es gibt zwei Themen, die eigentlich sehr präsent waren in der Wahlkampagne oder in der politischen Aktualität unmittelbar vor der Wahl, die der Linkspartei vielleicht hätten zuträglich sein können, es aber überhaupt nicht waren. Das erste ist Afghanistan, der katastrophale Rückzug aus Afghanistan, wo die Linkspartei sich ja eigentlich hätte profilieren können. Sie ist ich erinnere das, die einzige Partei im Deutschen Bundestag gewesen, die gegen den Afghanistan-Einsatz gestimmt hat 2001. Es gab überhaupt gar keine offensive Polarisierung der Linkspartei diesbezüglich. Im Gegenteil, sie haben sich eigentlich ziemlich dumm verhalten, indem sie sozusagen, also strategisch dumm, indem sie gegen die Evakuierung gestimmt haben, zumindest teilweise und so weiter. Also sie haben sich damit überhaupt nicht profilieren können. Das ist aber auch überhaupt nicht anscheinend ihr Anliegen gewesen. Also mich würde interessieren, wie Sie das einschätzen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist der Blick nach Berlin. Berlin war ja nicht nur Bundestagswahl, Abgeordnetenhauswahl, sondern Berlin war auch ein Referendum. Und zwar ein Referendum über die Enteignung, also Enteignung oder sozusagen Überführung des Eigentums großer Wohnkonzerne in städtische Hand. Die Linkspartei ist die einzige Partei, die dieses Vorhaben unterstützt hat. Dieses Vorhaben hat mit 56% eine große Mehrheit gefunden. Und trotzdem hat auch hier die Linkspartei themenmäßig überhaupt nicht gepunktet. Und ich habe es eigentlich überhaupt nicht verstanden, warum die aus diesen ganzen Themen, die eigentlich sehr
zuträglich ihrer eigenen Politik sind, versucht haben oder es überhaupt geschafft haben, Kapital zu schlagen. Ja, ich versuche mal die Frage zu beantworten. In der Tat war es auch für mich erstaunlich, dass Sie so schlecht abgeschnitten haben, wie Sie am Ende abgeschnitten haben. Ich glaube, 3 Faktoren haben auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Der erste Faktor ist, dass die Linke als zerstrittene Partei seit längerer Zeit wahrgenommen wird. Dazu hat wesentlich auch beigetragen der Streit um Sarah Wagenknecht, die ja ihre eigene Partei in ihrem jüngsten Buch scharf angegriffen hat und dann sie ja sogar aus der Partei ausgeschlossen werden sollte. Das Ausschlussverfahren ist am Ende gescheitert, aber es ist in den Augen der Öffentlichkeit hängen geblieben, dass bei der Linken irgendwas nicht stimmt, wenn man die bekannteste Politikerin auch noch aus der Partei ausschließen will. Da läuft irgendwas schief bei denen. Das zweite Thema ist, dass das zweite Problem, was die Linke hatte, ist in der Tat, und das sprechen Sie ganz gut an, dass sie es nicht geschafft hat, im Wahlkampf ihre Themen erfolgreich zu platzieren, gleichwohl sich die Möglichkeiten dafür boten. Afghanistan, haben Sie schon selbst gesagt, machen Sie sich eigentlich kaputt, indem Sie gegen die Evakuierung stimmen, jedenfalls Teile der Linken wieder. Wie kann man sich das Thema so kaputt machen? Man will hier deutsche oder afghanische Ortskräfte retten und die Linken stimmen dagegen. Das entspricht auch nicht dem Faktor der Solidarität, gerade gegenüber den afghanischen Ortskräften, die hier gerettet werden sollen. Also es blieb rätselhaft, wie die Linken sich im Bundestag so merkwürdig verhalten konnten. Das verstanden die meisten Wähler nicht. Und das Dritte, wo sie auch untergegangen sind, wenn Sie mal gucken, dass unglaublich viele Wähler der Linken zu Olaf Scholz gegangen sind. Es ist gelungen, am Ende das als ein Duell zwischen Laschet und Scholz dann doch darzustellen. Es konnte am Ende eng werden und dann sind viele Wähler der Linken wollten dann doch Scholz als Kanzler, weil thematisch Scholz ja im Wahlkampf, wenn er überhaupt Themen gesetzt hat, dann waren es eher Themen, die auch mit den Linken in eine Richtung gehen. Also Rentengarantie, Mietendeckel und all solche Sachen. Und daher war dann eben bei Teilen der linken Wähler auch die Überzeugung da, wir müssen irgendwie den Scholz ins Kanzleramt hieven und es darf nicht der Laschet werden. Das waren die 3 Gründe, würde ich mal meinen, weswegen die Linken am Ende dieses für sie natürlich enttäuschende Ergebnis eingefahren haben. Natürlich kommt noch hinzu, dass ihre beiden Spitzenkandidaten in der Tat mal wieder blass und unbekannt blieben. Sie haben halt nicht mehr so eine Figur wie Gregor Gysi und Frau Wissler und Herrn Bartsch, ich weiß nicht, wer von Ihnen den hier im Raum kennt, sind nicht groß in der Öffentlichkeit aufgetreten, haben es nicht geschafft. Pour rebondir et sur ce qu'a dit Uwe Jahn, alors sur l'Afghanistan, il y a 4 députés Die Linke qui ont voté pour la mission. Et alors, d'accord, tous les autres. Non, mais c'est important parce que c'est la première fois que des députés de Die Linke votent pour une mission qui est une mission de la Bundeswehr. C'est fondamental parce que ça illustre aussi, pour moi, le problème principal de Die Linke dans cette campagne, c'est-à-dire cette tension entre cette volonté trop forte de gouverner à tout prix, qui a été observée. Par exemple, Olaf Scholz dit « Nous ne gouvernerons pas avec un parti qui ne reconnaît pas l'OTAN ». Die Linke, dans son programme, c'est la dissolution de l'OTAN. Et là, Bartsch dit « Non, mais on peut réfléchir sur l'OTAN, etc. » Il a perdu ses électeurs. C'est-à-dire qu'on est sur l'idée que est-ce que c'est encore un parti protestataire, un parti de gouvernement protestataire, ou tout simplement un parti qui est prêt à se vendre aux sociodémocrates juste pour gouverner. Et il y a eu chez les électeurs cette idée que où se trouve Die Linke, ils veulent trop gouverner et finalement c'est pas ça qu'on attend forcément d'eux. Et il y a un peu cette réflexion au sein de Die Linke, comme chez les Verts, entre les réalos et les fundis, entre les réalistes et les fondamentaux. Et réalistes, on pourrait dire Gregor Gysi et Bartsch, etc. Et puis les fondamentaux qui sont dans la lignée de Wagenknecht. Et Die Linke ne sait plus très bien où elle se trouve en fait. Je voudrais vous donner des précisions très rapides concernant le vote de Die Linke. Alors, au niveau fédéral, le parti a perdu pratiquement la moitié de ses électeurs. Il est passé de 9,2 à 4,9%, c'est-à-dire qu'il a perdu 4,3 points. Et il n'a sauvé sa présence au Bundestag que parce qu'il a gagné quelques circonscriptions. Et on voit les mêmes reculs également se manifestent au niveau régional, dans les 2 élections régionales. Alors à Berlin, ils s'en sont encore tirés assez bien
en quatrième position avec 14,1%, mais ils perdent quand même 1,5 point. Et le pire a été dans le Mecklembourg-Poméranie antérieur, donc l'ancien Land de Madame Merkel, où là, ils ont perdu carrément la moitié, même un peu plus de leur électorat. Ils sont en dernière position avec seulement 8,5% des voix et ils ont perdu 8,7% de voix, c'est-à-dire plus de la moitié. Donc ça vous montre que même à l'Est, les Linke, la gauche extrême, a des difficultés à maintenir son ancrage. Donc il y a vraiment un problème pour ce parti. Voilà, une autre question. Ja, Sie wollten was sagen. Nur als kurze Ergänzung, im Osten Deutschlands haben Sie halt viele ihrer also jetzt haben Sie zwei Probleme. Ihre klassische Wählergruppe, die Ostalgiker, die also die DDR irgendwie ganz gut fanden, sterben mittlerweile weg. Die sind nicht mehr da. Und die zweite Gruppe, die erreichen Sie nicht mehr. Die gehen zur AfD, weil die eben zum Teil die autoritären Werte der AfD auch haben. Das mag erstaunen, aber auch linke Wähler haben zum Teil sehr stark ein autoritäres Wertesystem. Und das war ja auch der Streit, den Sarah Wagenknecht mit deutlich machen wollte, dass eben diese Lifestyle-Linken, wie sie es immer genannt hat, also die nur libertäre, linksliberale Werte vertreten, Gendergerechtigkeit und all das, dass das an den Werten der gerade der Teile der ostdeutschen Wählerschaft, die eher autoritäre Werte vertreten, vorbeigeht und dass sie deswegen gerade im Osten starke Einbußen erleiden. D'accord. Qui est-ce qui voudrait poser une question? Oui, s'il vous plaît. Sie kriegen ein Mikro. Bonjour, juste une question. En fait, on n'a pas parlé des abstentionnistes, 25%. Est-ce qu'on a déjà une idée s'ils sont plutôt dans un secteur ou dans un autre? Et ce que ça représente en fait pour l'Allemagne, 25% de gens qui n'ont pas voté. Alors par rapport à chez nous, c'est pas énorme, hein, mais voilà. Ja, also in der Tat, die Wahlbeteiligung lag etwa so hoch wie vor 4 Jahren, aber es gibt eben einen erheblichen Teil der Wählerschaft, die wenig Politik interessiert sind, die sich kaum um Politik kümmern oder die der Auffassung sind, dass es ohnehin nichts bringt, wenn sie ihre Stimme abgeben, dass die Unterschiede zu gering ausgeprägt sind, gerade zwischen den Parteien der politischen Mitte, die ja am Ende die entscheidenden sind, Grüne, CDU, CSU und SPD. Und das sind zwei Gruppen. Die einen, kann man sagen, die sind nicht verdrossen. Die sagen nur, es ist eigentlich, also die machen das da schon ganz okay. Und ob da nun ein Scholz oder ein Laschet Kanzler wird, das macht nicht so einen riesen Unterschied. Deswegen brauche ich gar nicht zu wählen. Und die anderen, das sind eben, die tatsächlich sich von der Politik abgewendet haben, die sich nicht in der Lage sehen zu wählen, weil sie einfach kein Politikinteresse haben und die dann auch ganz ehrlich sagen, nee, mich interessiert das alles nicht. Ich kann das auch gar nicht entscheiden, weil ich mich damit gar nicht beschäftige. Und dann gehe ich da gar nicht hin. Und wir haben bestimmte Wählergruppen, wo wir klar sagen müssen, da sind die Probleme größer als bei anderen, zum Beispiel bei Wählern mit Migrationshintergrund, die sich nicht repräsentiert fühlen, die sich auch wenig für die Politik interessieren und die da ist die Wahlbeteiligung noch mal geringer als in vielen anderen Wählergruppen. Und wir haben teilweise noch bei Jungwählern ein kleines Problem. Also die Erstwähler, die gehen eben auch weniger zur Wahl, aber das wird langsam etwas besser in dem Bereich. Das nähert sich dem Durchschnitt an. Das mal so als kleinen Überblick, was man so über Nichtwähler weiß. Peut-être pourriez-vous préciser quel est le groupe d'âge qui vote le moins? Est-ce que ce sont les jeunes? Ja, es sind mehr die Jüngeren als die Älteren und es ist mehr in Ostdeutschland wird weniger gewählt. Das sind die sich kaum interessieren und in der Tat wählen im Durchschnitt Jüngere etwas weniger als die Älteren.
Genau, und bei den Jüngeren ist auch diejenigen, die wenig Politik interessiert sind. Aber die mit Migrationshintergrund, das geht durch die gesamte Bevölkerung, was das Alter betrifft. Ganz wichtig ist allerdings, das ist ein ganz zentraler Faktor, die Nichtwähler haben meistens eine geringe formale Schulausbildung, also haben entweder keinen Schulabschluss oder nur einen Hauptschulabschluss. Also die mit formaler hoher Bildung sind da ist die Wahlbereitschaft deutlich höher. Alors, il y a quelque chose moi, qui me surprend toujours quand on s'intéresse aux élections allemandes et françaises, c'est le vote par correspondance du côté allemand, qui a pris une très grande importance et qu'on ne veut pas introduire du côté français parce qu'on craint qu'il y ait des manipulations, qu'il y ait de la fraude. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur la façon dont c'est organisé en Allemagne? Parce que moi, je crois que c'est une des questions qu'il faudrait quand même poser en France. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas aussi le vote par correspondance? Je crois que cette fois-ci, près de la moitié des électeurs ont voté par correspondance, peut-être dû en partie à la crise sanitaire, mais j'ai pu observer, tant sur le plan régional que fédéral, que ce type de vote est maintenant très implanté en Allemagne. In der Tat, es haben mich in den letzten Wochen vor der Wahl sehr viele französische Journalistinnen und Journalisten angerufen und mich nach der Briefwahl gefragt, weil das eben in Frankreich unbekannt ist. Es ist eigentlich nicht schwer. Sie bekommen ja die Wahlkarte, die besagt, dass Sie an den Wahlen teilnehmen dürfen. Die bekommen Sie zugestellt von Ihrem jeweiligen Wahlamt und auf dieser Karte können Sie ankreuzen, ob Sie eine Briefwahl machen möchten. Sie schicken dann diese Karte an das Wahlamt zurück und das Wahlamt schickt Ihnen dann die Unterlagen, die genauso aussehen wie die Sie im Wahllokal bekommen. Nur können Sie die zu Hause ausfüllen und schicken die dann wieder direkt ans Wahlamt zurück und die werden übrigens dann am Wahltag in das jeweilige Wahllokal gebracht und dort auch ausgezählt. Also die werden schon dort ausgezählt, wo sie auch ausgezählt worden wären, wenn sie direkt gewählt hätten in dem Wahllokal. Und so funktioniert das. Und da gibt es natürlich zwei Bedenken. Das eine ist, dass das Wahlgeheimnis eventuell entfällt, weil sie können das ja zu Hause machen und da können natürlich die Nachbarn zugucken oder die Kinder oder die Ehefrau oder wer auch immer, der Freund, der Lebenspartner, die Lebenspartnerin. Das ist das eine, dass also das Wahlgeheimnis entfällt. Aber es gibt ja auch Kanzlerkandidaten, die das Wahlgeheimnis nicht ganz ernst nehmen. Herr Laschet hat ja auch gezeigt, wen er gewählt hat. Und das zweite ist die Allgemeinheit der Wahl, also die Gleichheit der Wahl, weil man nicht genau weiß, füllt derjenige, dem das zugeschickt bekommen ist, das auch aus oder füllt das möglicherweise zu Hause eine andere Person aus. Für die Oma oder für die Tochter oder so oder den Sohn oder wen auch immer. Das ist eben auch ein Problem, das wissen wir natürlich am Ende nicht. Aber das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das sei schon okay so, weil dadurch die Wahlbeteiligung stiege und dieses Gut, dass wir höhere Wahlbeteiligung hätten, das überwöge mögliche Nachteile der Gleichheit und der Geheimheit, genau. Petite question, est-ce qu'il y a des cas de fraude? Est-ce qu'il y a eu des cas de fraude? Nicht bekannt, es gab so einzelne, also das ist immer so ein roter Umschlag, den sie dann zuschicken, damit das auch klar erkennbar ist. Und da hat wohl mal ein Postbote jetzt 700 Briefe abgefangen und hat die bei sich deponiert. Aber das sind natürlich Kleinigkeiten, das kann immer mal passieren, weil das wird durch die Deutsche Post transportiert. Und dann kann es sein, dass so ein Postbote dann eben mal so mit krimineller Energie 700 Stimmen einfach unterschlägt und bei sich zu Hause deponiert. Aber das sind eher, also man hört wenig diesbezüglich. Es scheint also alles gut gegangen zu sein. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Je trouve que vous ne posez pas beaucoup de questions. Ah, voilà, bon, une dernière question peut-être alors. Apparemment, il y a des Länder qui sont gouvernés par une alliance CDU vers FDP, d'autres Länder qui seraient gouvernés par une alliance SPD vers FDP. Est-ce qu'on peut en tirer des leçons quant à la crédibilité, la solidité, la manière dont fonctionnerait l'une ou l'autre des coalitions qui sont envisagées? Et puis j'avais aussi une deuxième question, c'est est-ce que, complètement différente, est-ce que les élections pourraient se traduire par une modification des rapports avec la Russie? Merci.
Wenn Sie auf die Frage der Koalition auf Landesebene. Ja. Also wir haben in der Tat eine Ampelkoalition derzeit in Rheinland-Pfalz. Das ist Trier liegt in Rheinland-Pfalz, daher bin ich mit dieser recht gut vertraut. Und es ist auch so, dass Volker Wissing, Sie haben das Selfie gesehen, das sind 4 Personen und von der FDP der zweite Mann ist Volker Wissing und der war wesentlicher Konstrukteur der Ampelkoalition und gilt auch innerhalb der FDP als Befürworter einer Ampelkoalition. Er ist der Generalsekretär der Partei und der war auch in der Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz lange Minister. Und interessanterweise hat die SPD ein 6er-Team gebildet, das die Koalitionsverhandlungen oder Sondierungsgespräche dann später führen soll. Und eine der 6 Personen ist die derzeitige Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Also auch hier sehen Sie, die Ampel soll eine wichtige Wirkung entfalten. Die Jamaika-Koalition gibt's auch und da ist Robert Habeck übrigens ein wesentlicher Kopf gewesen. Der hat die Jamaika-Koalition zusammen mit FDP und CDU in Schleswig-Holstein hinbekommen. Aber dadurch kennt Robert Habeck FDP und grüne Zusammenarbeit schon ganz gut. Und deswegen war auch Habeck übrigens derjenige, der am Wahlabend als erster die Idee hatte, dass erstmal Grüne und FDP sprechen sollten, auf die Christian Lindner dann eingegangen ist später. Also insofern spielen diese Modelle schon eine wichtige Rolle. Wir sollten aber natürlich dazu sagen, dass in den Ländern die zentralen Bereiche, die im Moment streitig sind, nicht entschieden werden. Wir haben in Deutschland so eine Art Arbeitsteilung im Föderalismus, dass die Gesetzgebung wesentlich der Bund macht und die Ausführung der Gesetze die Länder. Aber da eben hier zentrale Streitpunkte bei der Gesetzgebung liegen, wird das in den Ländern nicht so deutlich spürbar. Da kann man sich dann pragmatisch bei der Ausführung eher zusammen verhalten und zusammenkommen. Das heißt also, es wird auf Bundesebene wesentlich schwieriger, weil die streitbaren Materien müssen im Bund entschieden werden, weniger auf Landesebene. Alors sur la Russie, on a déjà vu les tensions apparaître au moment, et j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, du gazoduc Nord Stream 2. La grande coalition était favorable, et donc dans la grande coalition, on a plutôt des tendances favorables à un rapprochement avec la Russie. Au sein du SPD, ça dure depuis longtemps. Il y avait au sein du SPD de Schröder une volonté de rapprochement avec la Russie. Alors on lui a reproché de faire ça parce que maintenant il siège au sein de Gazprom, etc. C'est pas seulement ça. Il y a aussi une vraie volonté. C'est l'idée du début des années 2000 que si on a des relations avec la Russie, elle se rapprochera de l'Europe, elle sera plus libérale, etc. On a vu que ça fonctionnait pas, mais il y a encore cette idée-là. La CDU est là-dessus un peu plus pragmatique. Il s'agit de relations économiques avant tout. D'ailleurs, on connaît les relations très conflictuelles qu'avait Angela Merkel avec Vladimir Poutine, mais ça n'empêchait pas la CDU de soutenir le gazoduc et de dire ce sont deux choses. Elle a soutenu Navalny, et quand on lui disait Nord Stream 2, elle répondait c'est pas la même chose, il y a un projet économique, et puis de l'autre côté c'est politique. Les seuls qui sont vraiment dans une logique d'opposition à la Russie, ce sont les Verts, qui pour des raisons de défense de liberté individuelle et de droits de l'homme sont dans l'idée, ils l'ont utilisé pour la Chine, mais peut-être aussi pour la Russie, de containment vis-à-vis de ces pays en termes de politique étrangère. C'est dans leur programme et dans les déclarations des candidats. Le FDP est plus partagé parce que ça reste quand même un parti qui défend les libertés individuelles pour le libéralisme politique. Donc il y a aussi cette idée que on va défendre un peu les opposants politiques, mais il y a les aspects économiques qui peuvent prendre le dessus. Donc au sein du FDP, on est plus partagé. Donc finalement, on a des oppositions effectivement, mais qui peuvent être les mêmes vis-à-vis de la Chine, hein, par exemple, qui recoupent un peu ce que je viens de dire sur les questions d'exportation, et la relation avec la Chine va aussi être un des grands enjeux d'avenir pour l'Allemagne. Merci. Vous voulez dire un mot Non, je voulais parler de ce qu'a dit Youn. Vous convient. D'accord. Y a-t-il encore une question? Non, c'est pas le cas, mais écoutez, on va... Ah oui, madame. Ah oui. Pensez-vous qu'on aura à nouveau besoin de 5 mois ou plus pour former la nouvelle coalition? Et quelles conséquences pour la présidence de la France pour l'Union européenne? Enfin, vous avez dit tout à l'heure que ça n'avait plus beaucoup d'importance, mais... Michel Weilander va répondre.
Alors, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas ma boule de cristal, et même bien lustrer une boule de cristal aujourd'hui serait, pas forcément très parlante. C'est très difficile de le dire. Par rapport à 2017, ils ont tous affiché une volonté d'aboutir rapidement, parce que 2017, vraiment, ça a été extrêmement long. Comme vous le savez, il y a d'abord une tentative de formation d'une coalition jamaïcaine qui a échoué parce que le FDP avait claqué la porte, et ensuite on a quasi obligé les sociodémocrates à reformer une grande coalition avec le CDU, parce que Steinmeier, le président, lui-même SPD, a dit attendez, c'est pas sérieux, on a besoin d'une Allemagne stable, l'Europe a besoin d'une Allemagne stable, et donc là, et le monde aussi, donc il faut y aller. Et donc en fait, ça va durer vraiment très très longtemps. Alors cette fois-ci, ça se peut que ça dure aussi longtemps, mais il y a une vraie volonté de tous d'aboutir vite. Et on voit bien d'ailleurs avec quelle rapidité là ils commencent tous à discuter. Alors je pense que les décisions vont être plus rapides. Et ils veulent pas refaire. Ils l'ont tous dit, hein, Habeck, les autres. Ils ont dit en tout cas on ne refera pas les erreurs dans la façon de se parler et de négocier et de traîner. D'abord sur des détails au lieu de déjà de se mettre d'accord. Est-ce qu'on peut travailler ensemble ou pas sur les grandes questions. Ils veulent procéder différemment pour aller plus vite. Ils savent que c'est important pour l'Allemagne, et puis Merkel, elle a le bilan qu'elle a. Il y a maintenant des défis vraiment urgents à relever pour l'Allemagne, hein, la digitalisation et bien d'autres dossiers. Donc tout le monde sait que l'Allemagne doit avancer maintenant très très vite sur un certain nombre de dossiers. Et tout le monde sait qu'il y a une responsabilité aussi, hein, de l'Allemagne, pour l'Allemagne et pour l'Europe et pour le monde. Et puis évidemment si jamais la Ampelkoalition, c'est-à-dire feu tricolore, c'est-à-dire SPD, donc Verts SPD, Verts FDP qui seront dans les deux, hein, les Verts et les libéraux seront de toute façon a priori au gouvernement. S'ils y arrivent avec Scholz, mais on a évoqué un certain nombre de points de crispation importants, hein, comme on le disait, ça peut aller assez vite. Si ça échoue, alors effectivement, peut-être que Laschet va ressortir du bois en disant écoutez, je me suis tenu en réserve de la République, on va peut-être y arriver, parce que en fait le FDP avait dit dans la campagne qu'il préférerait faire une coalition avec Laschet. Les Verts en revanche plutôt avec Scholz, mais il y a des vrais points de crispation dans ces deux combinations possible. On peut souhaiter à l'Allemagne et à nous tous et à la présidence française qu'on ait un nouveau gouvernement avant Noël, mais je n'exclus pas totalement que Merkel fasse encore l'allocution du Nouvel An. Je ne nous le souhaite pas, et d'ailleurs je ne le lui souhaite pas non plus, parce que je crois qu'elle a une retraite bien méritée qui l'attend. Il faut d'abord voir que le mandat du Bundestag actuel doit courir, je pense, jusqu'à la mi-novembre. Bis wann läuft das Mandat des Bundestages? Nee, der neue Bundestag konstituiert sich gerade. Der Bundestag ist konstituiert schon, die Fraktionen treffen sich gerade und die Bundesregierung ist geschäftsführend im Amt und es gibt keine zeitliche Begrenzung, wie lange eine Bundesregierung geschäftsführend im Amt sein kann. Also der Bundestag ist bereits konstituiert, deswegen wählen die ja gerade alle ihre Fraktionsvorsitzenden. Aber die geschäftsführende Bundesregierung, also die Merkel-Regierung, da gibt es kein Zeitlimit. Theoretisch könnten die 3 Jahre verhandeln und Frau Merkel bliebe noch im Amt. Aber es ist so, dass in der Tat, da würde ich recht geben, was Michael Weihnachter gesagt hat, dass bis Weihnachten das Ziel aller ist, dass eine Koalition stehen soll. Aber man darf den einen Faktor nicht unterschätzen. Christian Lindner besagt auch nicht nur im Wahlkampf, sondern sagt auch noch gestern, dass er immer noch eine Koalition mit Herrn Laschet, also der CDU-CSU, bevorzugt. Und das könnte, wenn sich Grüne und FDP geeinigt haben, dann vielleicht zu einer Verlängerung führen, weil dann eben Parallelverhandlungen geführt werden könnten, möglicherweise. Moi, j'ai surtout retenu pendant la nuit des élections que les 3 partis s'étaient plus ou moins engagés à ce que le gouvernement soit formé avant Noël. C'était un peu l'engagement qu'ils avaient pris, mais naturellement, ça peut changer étant donné les difficultés qu'il peut y avoir dans les négociations. Mais écoutez, on va terminer ici. Je voudrais remercier les 3 intervenants. Je crois qu'on a apporté pas mal d'informations, d'analyses. Je vous remercie d'avoir suivi ce débat, d'y avoir participé. Et je remercie Madame Deussen de nous avoir accueillis. Naturellement, je n'oublie pas les interprètes grâce auxquels la compréhension a été possible. Alors je voudrais simplement vous signaler que vous avez la chance d'avoir encore un très riche programme de cette maison, de la maison Heinrich Heine. Le 5 octobre,
attendez que je ne m'y trompe pas, le 5 octobre, vers une droitisation de l'Europe, donc à 19h30. Ensuite, vous avez, alors le débat sur Angela Merkel pourra être encore poursuivi sous un autre aspect. C'est une discussion autour d'un livre qui vient de sortir par une journaliste, Ursula Weidenfeld, et Angela Merkel, portrait d'une époque. Je crois que ce sera très intéressant, avec Christian Lequen et Britta Zandberg du Spiegel. Et moi, j'aurai le plaisir de revenir ici le 22 novembre pour discuter avec Joachim Bitterlich, qui a été le conseiller, qui est un diplomate, le conseiller du chancelier Helmut Kohl pour les questions franco-allemandes, européennes et de sécurité, qui vient de publier ses mémoires. Donc je pense que ce serait intéressant aussi au niveau franco-allemand. Donc restez fidèles à la maison Edrichheiner. Je vous en remercie. Au revoir.